Hello tout le monde, comment ça va? La vidéo d'aujourd'hui, j'ai pensé à la faire il y a quelques jours seulement. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous parler un petit peu des coulisses de mon métier, de mes différents métiers, parce que j'exerce 3 métiers, avec dans chaque métier plusieurs casquettes. Je suis créatrice de contenu, j'ai créé et je gère une marque de cosmétiques, et en plus de ça, je suis ce qu'on appelle aussi une infopreneur. C'est des métiers qu'on voit de plus en plus apparaître sur la toile, mais on parle assez peu des coulisses, des off, des dessous de ces métiers-là. Moi j'adore partager autour de ces thématiques, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo sans me connaître, je m'appelle Héloïse Monchablon. Je suis sur internet depuis 2014, j'ai ouvert mon blog en 2014, et de là est né pas mal de choses. Dans la première partie de cette vidéo, j'aimerais vous parler de mon métier de créatrice de contenu, avec tout ce que ça entraîne. Ensuite je vais vous parler de tout ce qui est infopreneur, de mes formations en ligne, et ensuite des dessous de la marque que j'ai, qui s'appelle Héloïse, comme mon prénom. Et ensuite on finira cette vidéo avec une partie FAQ, parce qu'au moment où j'ai décidé de faire cette vidéo, j'ai ouvert une FAQ sur Instagram, et bon, déjà beaucoup d'entre vous ont eu l'air d'être assez enthousiastes à l'idée de cette vidéo, donc je suis très contente que l'idée puisse plaire, et vous avez posé pas mal de questions, et donc je répondrai à toutes ces questions en fin de vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier chaleureusement Anatay, qui est une marque de matcha dont je vous parle depuis quelques années déjà. Anatay a accepté d'être partenaire de cette vidéo. Pourquoi j'ai voulu intégrer une marque de matcha à ce type de vidéo? Déjà tout d'abord parce que c'est une boisson qui m'accompagne depuis pas mal d'années, et à la maison et au bureau. Le matcha, c'est une super alternative au café qui donne de l'énergie, mais de façon beaucoup plus durable sur la journée, beaucoup moins en pic. Et surtout c'est une boisson que l'on appelle aussi la boisson de la méditation, parce qu'elle aide à se concentrer. Et c'est vrai, je trouve que quand je consomme du matcha, alors que ça soit du matcha mélangé avec de l'eau chaude ou bien avec du lait, il y a une capacité de concentration qui est supérieure. C'est comme si ça aidait l'esprit à se focus sur quelque chose pendant plus longtemps que si je n'en consommais pas. Et en plus de ça, le parcours entrepreneurial de Camille, qui a fondé cette marque, je trouve hyper intéressant, hyper inspirant. Du coup, l'intégrer à ce type de vidéo me paraissait tout à fait logique. Camille, elle a découvert le matcha directement en Asie quand elle faisait un stage de fin d'études, il me semble, et elle est complètement tombée amoureuse du matcha, du rituel, et en fait elle s'est mis en tête à l'époque d'aller découvrir tous les producteurs de matcha au Japon, et elle est tombée sur des producteurs qui fabriquaient du matcha bio. Le matcha, c'est du thé vert en fait, hein. C'est du thé vert mais que l'on n'infuse pas, que l'on broie et que l'on consomme en mélangeant à de l'eau ou à du lait végétal. Et donc elle est tombée sur des producteurs qui font ça de façon biologique, et surtout qui proposent du matcha de très bonne qualité et de bon goût, sans amertume, parce que c'est vrai que quand on pense matcha, on a parfois tendance à penser que c'est une boisson qui est très amère, qui est pas très bonne en fait, qui est pas très intéressante gustativement parlant. Et en fait c'est pas vrai du tout. Moi j'ai découvert le matcha justement avec cette marque, et en fait avec les conseils de Camille j'ai pu découvrir comment différencier un bon matcha d'un mauvais. J'ai aussi beaucoup appris sur les bénéfices. J'ai fait tout un article d'ailleurs sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos. Tous les bénéfices du matcha et pourquoi c'est entré dans mon quotidien. Bref, la petite info qui tombe très bien, parce qu'au moment où je vous publie cette vidéo, nous sommes le 10 décembre 2023. Et en fait, actuellement, ce qui tombe plutôt bien au moment où je les ai contactés, finalement, du 7 au 12 décembre, il y a des promos sur le e-shop de Anatay. Là, déjà, vous savez que vous avez des produits qui sont moins chers. Donc, vous avez du matcha, du gain matcha, qui est mon thé préféré, c'est le thé popcorn. Un thé vert avec du riz soufflé, c'est délicieux. Vraiment, je vous conseille. Du hojicha, je crois que ça se dit comme ça. En termes de goût, c'est entre le chocolat et le café. C'est très très bon, et il y a peu de théine dedans. J'en consommais beaucoup pendant ma grossesse. Bref, il y a beaucoup de très jolis produits sur le e-shop. Donc il y a des promos en ce moment. Moi, vous avez un code promo qui fonctionne tout au long de l'année, qui est Héloïse Monchablon, vous avez 10%. Et là, adorablement, Anaïs, avec qui je suis en contact pour cette vidéo, a créé aussi un code qui s'appelle Héloïse Noël, et qui, dès 69 € d'achat, vous offre une boîte de matcha. Trop bien si vous avez envie de faire des cadeaux de Noël, si vous avez envie de refaire le plein pour vous. Et ça, c'est jusqu'au 17 décembre. Je sais pas si je l'ai dit. Et aussi, petite nouvelle pour les Parisiens, pour les Parisiennes, pour les personnes qui vont bientôt venir en visite à Paris. Anatay est en train d'ouvrir justement actuellement la première boutique, le premier magasin en physique, en réel dans Paris. C'est un petit coffee shop boutique avec fenêtre sur rue, donc on vient se servir directement à la fenêtre pour commander soit un matcha, un gai matcha, un hojicha, tous les produits Anatay en gros. On peut aussi commander un mochi, vous savez c'est les pâtisseries typiques du Japon, et on peut aussi bien évidemment acheter les produits de la marque si on en a envie ou besoin. Là par contre les codes promo ne fonctionnent pas, que vous sachiez. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de mon métier de créatrice de contenu, et justement ce que je viens de faire, ce qui est un partenariat, une sorte de sponsor. Je vais aussi vous en parler, je vais vous révéler un peu les dessous de comment ça se passe, tout ça. Oui là d'ailleurs je vous ai même pas montré, mais je suis vraiment en train de boire un matcha. C'est pas que pour le partenariat, c'est que j'en consomme vraiment au bureau. Bon là j'avais préparé ma petite boîte près de la caméra pour que je puisse vous le montrer, pas comme si je me baladais toute la journée avec ma boîte de matcha, mais c'est réel, ça m'accompagne vraiment au bureau.
Alors pour vous raconter mon histoire et comment je suis devenue créatrice de contenu, mon blog il a bientôt 10 ans, je l'ai créé en 2014. À l'époque, j'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision, beaucoup sur les plateaux, un peu dans le cinéma, un tout petit peu en mode mais principalement sur les plateaux de télévision. Et je bossais à l'époque, entre autres, chez Énergie 12. Et à l'époque, Énergie 12 venait d'embaucher une nouvelle présentatrice pour présenter une émission aux côtés de Mathieu Delormeau, c'était Caroline Receveur. Je me suis donc entre autres occupée de maquiller Caroline Receveur et on s'est très bien entendu, elle et moi. Et en fait à l'époque, Caro sortait son propre blog dans lequel elle partageait un peu toutes ses astuces, ses looks, etc. Et comme on échangeait beaucoup autour de l'univers de la beauté, elle m'a proposé d'écrire pour son blog. J'ai pas hésité une seule seconde et au moment où j'ai commencé à écrire des articles pour elle, j'ai lancé mon propre blog. Et c'est à peu près au même moment que j'ai radicalement changé ma manière de vivre. À l'époque, je comptais parler seulement de make-up sur mon blog, j'avais envie de partager mes astuces de maquilleuse et en fait au même moment je me suis un peu intéressée à la nourriture, à l'alimentation, à l'écologie, à notre manière de consommer en général et j'ai complètement viré de bord on va dire. Je me suis vraiment intéressée à un mode de vie plus green, beaucoup plus éthique, beaucoup plus durable. Et en fait pourquoi ça a fonctionné à l'époque? Déjà parce que j'écrivais pour Caroline Receveur et qu'à la fin de chacun de ces articles je signais avec mon nom de blog, donc forcément ça emmenait du trafic sur le mien, parce que c'est quand même assez dur de se faire connaître quand on débute un blog. Donc ça a fonctionné, et aussi je pense que je suis arrivée au bon moment sur internet, au moment où on commençait à s'intéresser un petit peu à tout ce qui était beauté bio, consommation un peu plus durable, etc. Avant c'était pas du tout la mode, c'était un peu réservé aux hippies, et on pouvait pas penser une seule seconde que on pouvait et maquiller et prendre soin de soi et être passionné de beauté tout en ayant une consommation respectueuse et un peu écolo. Donc moi je suis arrivée un peu à ce moment-là et je suis arrivée en fait au moment où il y avait de la place pour mon type de profil. Ça a commencé par un blog, ensuite je me suis mise sur YouTube parce que pour parler de maquillage, de beauté c'est quand même beaucoup plus simple. Ça a été très dur de me mettre sur YouTube parce que je n'avais aucune envie de me montrer à la base, mais pour aborder les sujets qui me passionnaient c'était quand même beaucoup plus simple. Je trouve de faire la vidéo. Et depuis évidemment un compte Instagram et un compte TikTok. TikTok pour le moment j'y passe pas beaucoup de temps, c'est plus un endroit où je republie des trucs que je fais sur Instagram. Pour moi en tout cas, être créatrice de contenu c'est du partage. Tout part de là. On devient créateur de contenu parce qu'on a envie de partager sur un sujet, sur une thématique, sur des valeurs, sur un mode de vie, sur une passion. Et ma vision en tout cas de gérer ce métier de créatrice de contenu, c'est d'être une bonne copine. Qui partage un peu tout ce qu'elle a récemment découvert. C'est comme si vous preniez un verre avec une copine et qui vous explique qu'elle a vu tel film qui est génial, qu'elle a découvert tel livre qui lui apprend plein de trucs, ou bien qu'elle a essayé tel mascara qui est génial. Moi ça a toujours été mon angle, ça n'a pas été conscient, je me suis pas dit alors je vais faire ça, c'est une stratégie d'être la bonne copine. Je pense que ça s'est fait de façon très naturelle. Maintenant que je l'ai conscientisé, c'est vrai que je veux surtout pas être l'experte je veux pas donner des leçons, je veux pas dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Le seul domaine dans lequel je peux me permettre de faire ça, c'est le maquillage, parce que ça a été mon métier et du coup j'ai une sorte de légitimité à donner des conseils ou à me positionner en experte. Pour le reste, c'est une bonne copine qui partage des coups de cœur et des bons plans. En gros, c'est ça ma vision. J'aime bien dire quand même que je suis blogueuse, même si je trouve que mon média principal, moi ce que j'aime le plus faire, c'est des vidéos YouTube. Mais si je dis seulement je suis youtubeuse, ça n'englobe pas assez ce que je fais. Pour moi, le blog, je trouve que c'est un endroit, en tout cas c'est dans l'idée, dans l'imaginaire quand on est blogueuse, on peut avoir plusieurs supports. Donc j'ai une chaîne YouTube, pour moi c'est là que je mets le plus mon énergie, c'est là que je veux créer le plus de contenu, c'est là que je mets le plus de valeur ajoutée. J'ai un blog qui pour moi est en fait, ça c'est une grande question parce que est-ce que ça vaut le coup actuellement d'avoir un blog quand finalement il y a YouTube, quand finalement il y a Instagram? Est-ce que les gens lisent encore des articles? Est-ce que ça vaut le coup? Moi je trouve que oui, je trouve que c'est bien d'avoir une plateforme qui a son nom, où on n'est pas dépendant des algorithmes, parce que YouTube il y a un peu d'algorithmes qui rentrent en compte, Instagram n'en parlons même pas. Et au moins sur un blog on peut rassembler tout ce que l'on fait en un seul et même endroit. C'est un site vitrine sur lequel je peux écrire, sur lequel je mets mes dernières vidéos, où je mets les liens pour aller vers mes formations en ligne, il y a un lien pour aller sur mon e-shop. C'est un lieu pour moi qui représente tout mon univers et qui montre qui je suis. C'est pas du tout là que j'ai le plus de visites, mais je trouve ça très important. Pour moi, tout ce qui est Instagram, TikTok, c'est un super outil de relais. C'est un super outil de vitrine aussi, un peu quand on arrive sur mon compte Instagram, on voit sûrement à peu près quel est mon univers. En tout cas, c'est ce qu'un compte Instagram est censé faire. Je trouve que c'est génial pour donner des tips, des astuces rapides, des conseils. Moi, comme je vous le disais, j'utilise beaucoup comme un relais. Voilà, je viens de sortir un article, je viens de sortir une vidéo, voilà ce qu'il en est. Si vous avez envie d'aller la voir, je vous mets le lien. Donc c'est hyper pratique, c'est un outil qui est génial pour garder le lien aussi quotidiennement avec vous, avec les personnes qui me suivent.
mais je trouve que c'est un outil qui dévore beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Déjà souvent on le fait depuis notre téléphone et le téléphone devient extrêmement addictif, c'est des plateformes qui sont extrêmement addictives, donc si je me connecte sur Instagram, même si c'est pour travailler, même si c'est pour écrire quelque chose, même si c'est pour balancer une photo, il y a de fortes chances que je reste scotchée sur Instagram juste après, que ça me prenne 30-40 minutes de ma journée, ce qui n'est pas rien dans une journée de travail. Il y a autre chose, il y a un peu cette frustration, en tout cas je trouve de mon côté, à créer du contenu, et à passer du temps à créer du contenu, hein, parce que prendre une photo, écrire ou tourner des images, monter pour faire un réel, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, et le problème d'Instagram c'est que ça dure pas vraiment dans le temps, ça va durer peut-être une semaine, 2 semaines, et après finalement l'info se perd dans les limbes d'Instagram et elle n'est pas retrouvable, alors que sur le blog c'est facilement retrouvable, il y a une barre de recherche, un article c'est retrouvable avec Google, avec n'importe quel moteur de recherche, et pareil pour YouTube. YouTube ça appartient à Google, et donc si vous tapez par exemple meilleur mascara bio, vous allez avoir des articles et vous allez aussi avoir des vidéos YouTube. Alors maintenant, je trouve de plus en plus de vidéos TikTok aussi qui apparaissent dans les moteurs de recherche, et ça c'est très pratique effectivement. Il y a eu du progrès à ce niveau-là. Je crée du contenu depuis 10 ans, donc autant vous dire qu'au niveau de l'inspiration, c'est pas toujours simple. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on me pose beaucoup. En fait, j'ai la chance de faire du contenu lifestyle, donc tout est inspiration et tout est prétexte à en faire un sujet et à en faire un article ou une vidéo. Si j'étais restée dans le make-up ou que dans la beauté, j'aurais sûrement été à un moment à court d'inspiration. Moi, comme je fais du lifestyle et que finalement, je peux parler d'une recette, je peux parler d'un livre que j'ai aimé, je peux parler d'un sujet de société, je peux parler d'une actualité, je peux parler d'un tuto make-up que j'ai envie de réaliser en ce moment, d'une nouveauté qui est sortie. Donc en fait, tout est prétexte à, et finalement tout devient inspiration. C'est pour ça que dans ce métier, il faut pas oublier que créateur de contenu, il y a le terme créateur. On est des créateurs, du côté de besoin d'inspiration et donc de temps libre. Et ça c'est hyper important à s'en souvenir, et il faut surtout que je m'en souvienne moi, parce que mon métier, je ne peux pas bien le faire si je suis la tête sous l'eau et si je suis tout le temps en train de faire des tâches exécutives, si je suis tout le temps en train de gérer mes mails, si je suis tout le temps en train de faire du montage, si je suis tout le temps en train de tourner des images, finalement mon métier de créatrice, je peux plus le faire. Pour être pleinement dans la création de contenu, il faut que j'ai du temps libre, il faut que j'ai la possibilité de m'aérer, il faut que j'ai la possibilité de discuter avec des gens, il faut que j'ai des discussions qui sont intéressantes, il faut que je lise, il faut que je regarde des séries. Et c'est tout ça, c'est tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est tout ce qui se passe dans un quotidien, c'est tout ce qui se passe dans le temps libre que je peux ensuite transformer en travail. Mais donc dans mon métier, il me faut absolument beaucoup de temps libre, sinon mon métier je le fais plus bien. En tout cas je le fais plus du tout comme moi j'ai envie de le faire. Petite pause, parce que là je parle beaucoup. Une fois que l'inspiration est trouvée, donc je regarde une série, par exemple Valeria, que j'ai regardé il y a quelques mois et que j'ai beaucoup aimé, une série espagnole à voir sur Netflix, qui pourtant est très légère, et ben dans les dialogues ou dans les situations des personnages, je trouve qu'il y a beaucoup de questions sociétales autour du féminisme, autour des conditions de la femme, autour de la maternité, autour de l'amour, de la déconstruction du couple, etc. etc. Je regarde la série, je me dis ah tiens c'est vrai que ça c'est pas mal ce qu'elle dit ou ce qu'elle vit, c'est un vrai reflet de la société ou de notre époque, je trouverais ça intéressant d'en parler, et comment le faire. Une fois qu'il y a l'idée, la question qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que j'en fais une story sur Instagram? Est-ce que j'en crée un article? Est-ce que je fais toute une vidéo YouTube sur le sujet? Est-ce que je l'intègre à une vidéo YouTube? Est-ce que je fais un post Instagram? Est-ce que je fais un réel? Quel support finalement je choisis pour transmettre et pour partager cette idée ou cette réflexion qui m'est venue? En fait, il n'y a pas vraiment de bon choix. Enfin, moi je trouve que les meilleurs choix sont ceux qui sont durables, donc blog et YouTube, sauf que écrire un article ça demande beaucoup de temps et c'est quand même un talent d'écrire et d'avoir une bonne plume. C'est pas quelque chose que je travaille assez pour avoir enfin je trouve en tout cas pour avoir une jolie plume, ça me demande beaucoup d'efforts d'écrire un long article, et parfois pour ce type de réflexion je suis plus à l'aise à l'oral. C'est plus simple pour moi, c'est plus intuitif d'en faire une vidéo. Sauf que d'en faire une vidéo YouTube, ça prend beaucoup de temps. Après, je vous parlerai un peu des coulisses et qu'est-ce qui se passe en fait finalement quand on fait une vidéo YouTube, mais il faut que je travaille un petit peu le sujet pour que ça soit cadré dans mon esprit, que je passe pas 3 heures sur ma caméra et que ça parte dans tous les sens. Il faut tourner les images, mais pour tourner les images, il faut qu'il y ait une bonne lumière. Il faut que je sois installée au calme. Ensuite, il faut que je monte ces images-là. Ensuite, il faut que j'édite toute la vidéo parce que moi j'aime bien faire des barres d'infos qui donnent pas mal d'informations justement, qui vous répondent à vos questions avant même que vous ayez besoin de les poser en commentaire. Ensuite, il faut la prévoir parce que moi j'aime bien donner un rendez-vous sur YouTube. Je donne rendez-vous tous les dimanches par exemple. Donc il faut la prévoir ce dimanche-là, ce qui enlève mine de rien la possibilité de parler d'autre chose ce dimanche-là. Et ça prend énormément de temps. Donc finalement, Instagram, moi j'appelle ça un peu l'outil de la flemme. Même si ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de travail aussi de publier sur Instagram, bah finalement faire une story,
c'est à portée de doigt, j'écris rapidement, vous avez compris le truc. Ou même si je me filme en story, c'est balancé, comme ça j'ai pas de montage à faire. Ça a l'inconvénient de ne pas durer, mais ça a l'avantage d'être posté de façon un peu spontanée. Et quand on n'a pas envie de trop travailler un sujet, parce qu'on n'a pas assez d'inspiration sur un sujet, parce qu'on n'a pas travaillé assez le sujet, mais qu'on a quand même envie de balancer une petite info, je trouve que c'est des plateformes qui sont intéressantes pour ça. Mais moi j'essaie avant de poster sur l'outil de la flemme, avant de poster ton info comme ça en 3 secondes qui va se perdre, parce que je suis pas naïve non plus, quand on consomme Instagram, on est rarement très attentif à Instagram. Et moi la première, hein, je consomme aussi Instagram, parfois c'est dans le métro, je regarde les stories, il n'y a même pas le son, je lis à peine. Finalement la personne a pris du temps pour balancer une info, mais est-ce que je suis vraiment réceptive à? Pas tant que ça. Donc j'essaie au maximum de travailler un sujet et de le créer pour des formats qui sont durables. Je filme beaucoup avec mon iPhone. J'ai un iPhone 13 Pro. Là, 3 objectifs, donc il fait des très très jolies photos. Donc je filme pas mal et je prends quelques photos avec mon téléphone. Les vlogs que vous voyez sur ma chaîne, c'est fait avec ça. J'essaie au maximum de filmer avec l'objectif arrière qui est de bien meilleure qualité que l'objectif selfie. Pour tout ce que je filme en face cam dans mes vlogs, ou même parfois j'ai filmé des vidéos, des vidéos travaillées sur YouTube hors vlog, seulement parfois avec le téléphone, je le fais quand même avec cet objectif-là. Je sais que la qualité sera moins bonne, mais je trouve ça plus simple que de devoir le mettre comme ça, que de filmer avec ces objectifs-là, de devoir mettre un miroir derrière pour être sûr que je suis bien dans le plan, que ça continue à filmer, qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle et qui du coup coupe la vidéo. Donc maintenant en fait, quand on veut filmer, quand on veut créer du contenu sur internet, les smartphones d'aujourd'hui en fait sont géniaux aussi. Ce qui compte beaucoup, c'est quand même la lumière. Et l'iPhone fait des vidéos de dingue quand on est face à une fenêtre par exemple. Là je suis face à une fenêtre alors que je suis en train de filmer avec un appareil photo, et c'est ce qui va aussi jouer énormément sur la qualité. Pour le son, j'ai eu pour habitude d'utiliser des micros, des petits micros cravates que je mettais juste là. Je devrais continuer à le faire parce que sincèrement la qualité du son serait vraiment mieux, mais bon voilà, parfois j'ai un peu la flemme. Et la dernière fois j'ai eu une mauvaise expérience où en fait j'ai enregistré toute une vidéo avec mon micro pour me rendre compte qu'après il n'y avait plus de pile dans mon micro, et donc finalement je n'avais plus aucun son sur une vidéo de 45 minutes. Autant vous dire que c'était extrêmement frustrant. Et finalement je trouve qu'avec la caméra que je filme, qui est une caméra, enfin qui est un appareil photo Sony, je vous mettrai toutes les références, la qualité son est pas mal. Et pareil pour l'iPhone, la qualité du son est pas mal. Le seul problème c'est que le son est pas dirigé. Si par exemple je filme dans mon appart, là où je vis, parce que là on est dans mon bureau, et ben c'est un appart qui est un peu plus bruyant, on donne sur la rue, et ben mon iPhone va capter les bruits environnants au même titre un peu que ma voix, donc c'est un peu moins pratique qu'avec un micro. Mais maintenant il y a des micros cravates qui se branchent directement à l'iPhone ou bien à la caméra, qui ne valent pas très cher, qui font un super son. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si ça vous intéresse. À mes débuts j'ai filmé avec des très très gros appareils photo, des 5D, des 7D, qui sont des appareils photo qui font des magnifiques vidéos, que ça coûte une fortune. C'est assez lourd, c'est un peu galère à transporter, il faut changer les objectifs selon nos envies et tout ça. Et donc c'est au moment où je vivais la moitié du temps en Thaïlande, j'ai décidé d'opter pour des appareils qui sont beaucoup plus compacts. Alors la qualité n'est pas exactement la même, mais quand je fais du fast cam ou quand c'est du très lifestyle comme ça, où je fais pas finalement du hyper zoomé sur des détails, je me dis que c'est pas très grave et je préfère avoir un appareil photo que je peux emporter partout, qui a quand même une bonne qualité, qui est facile à régler, parce qu'il peut y avoir aussi ce problème là quand on a des appareils très très sophistiqués, c'est qu'il faut manier tous les réglages et savoir exactement ce que ça entraîne. Moi j'ai un Sony, j'ai beaucoup bossé avec un Canon aussi, je vous mettrai toutes les références. C'est des très bons appareils, un bon rapport qualité-prix. En plus là j'ai un écran retour qui me permet de me voir dans le champ. Là je regarde l'objectif et là je me regarde moi. Et c'est d'ailleurs un petit piège, il faut faire attention. On voit parfois sur internet les gens qui n'ont pas l'habitude de se filmer, ils vont plutôt avoir tendance à se regarder dans le retour plutôt que dans l'objectif. C'est pas toujours facile. Comme je vous le disais, la clé pour tourner c'est la lumière. Il faut se mettre face à la lumière. Si on se met de côté, en fait il va y avoir des ombres qui sont vraiment pas jolies. Si on se met dos à la lumière, on est en contre-jour donc on ne voit absolument rien, la qualité va drastiquement baisser. Donc idéalement face à la fenêtre quand il fait beau. Là aujourd'hui j'ai de la chance parce que quand j'ai voulu tourner cette vidéo il y a 2 jours, il pleuvait, il faisait gris et sincèrement il faisait noir dans mon appartement. Et là ça aurait été très compliqué de filmer. Alors après évidemment il y a des subterfuges, il y a des lumières que l'on peut mettre. Moi avant au tout début j'avais trois trépieds avec des lumières que j'ai installées, mais je vous raconte pas le setup que c'était. Maintenant j'essaie de faire au maximum avec la lumière du jour parce que je trouve que c'est la lumière qui rend le mieux, c'est celle qui nécessite le moins de réglage ensuite en post-prod pendant le montage. Et parfois pour le make-up j'aime bien utiliser une ring light, donc c'est une lumière qui est ronde comme ça que l'on met
autour de l'appareil photo et ça permet d'avoir un visage très bien éclairé, sans ombre, et c'est idéal pour faire des vidéos make-up. Je la réutilise depuis peu, mais il faut que je vois avec ma caméra que je réussisse à bien faire les réglages parce que au niveau de la colorimétrie, ça change pas mal de choses quand la lumière n'est pas naturelle. Et en fait, du coup, ça me demande beaucoup de temps en post-prod, en montage, de régler la colorimétrie. C'est un temps de dingue, c'est pas mon métier, je suis pas du tout spécialiste en la matière et il m'est arrivé dans plein de vidéos d'être assez dégoûtée du résultat alors que le make-up était bien et de me rendre compte en fait qu'à la caméra je suis un peu verdâtre ou alors au contraire je suis un petit peu rouge ou au contraire je suis jaune, et ça peut être assez dur à régler après. Il vaut mieux que les réglages soient parfaits sur le moment. C'est pour ça que le maximum je le fais à la lumière naturelle parce que c'est la lumière qui rend le mieux, c'est la plus jolie, c'est la lumière qui demande le moins de retouches après. Une fois que les images sont tournées, donc moi je me pose face à la fenêtre, j'ai un trépied que je peux régler, je filme les images, généralement je fais un plan, je marque pas du tout ce que je dis, j'ai pas de prompteur ni quoi que ce soit, mais j'ai un plan de ce que j'ai envie de vous dire, un peu de la structure avec quelques idées, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de tourner une vidéo et au moment où on la monte de se dire oh là là j'ai oublié de parler d'un truc qui me semble hyper important. C'est horrible quand ça m'arrive. Donc maintenant j'essaie vraiment de préparer la vidéo. Moi j'aime bien la préparer le jour même, comme ça je suis vraiment dedans. Je me pose à mon bureau, je me pose toutes les idées, tout ce que j'ai à dire. Parfois je vais rechercher des informations si je les ai pas, parfois je vais voir ce qui a été fait sur le sujet. Par exemple pour cette vidéo, je suis allée sur YouTube pour voir s'il y avait déjà eu des vidéos un peu sur les coulisses et j'en ai très peu trouvé en fait finalement. Et ça peut me donner des inspirations pour le montage par exemple. Est-ce que je fais que du fast cam? Est-ce que je fais un vlog? Comment finalement je construis mon discours? Donc je fais un peu de veille, ça me donne des idées. Parfois ça m'arrive, j'utilise une intelligence artificielle. Alors c'est une grosse question dans nos métiers, dans les métiers digitaux et pas seulement d'ailleurs. L'IA, l'intelligence artificielle, me fait extrêmement peur. Elle va poser beaucoup de problèmes éthiques et ChatGPT, comme beaucoup en fait, j'ai été très curieuse en fait, donc cet ordinateur qui réfléchit un peu pour nous, qui peut nous donner des réponses, etc. Et donc ça m'arrive de l'utiliser en brainstorming, c'est assez dingue. Donc là par exemple je pourrais dire voilà je vais faire une vidéo sur tel sujet, est-ce que tu as une idée du plan et de comment je pourrais la construire cette vidéo? Et ça peut grandement aider. Si vous êtes en équipe, le brainstorming est beaucoup mieux, beaucoup plus humain, beaucoup plus intéressant, mais quand on travaille seul c'est parfois intéressant de demander à quelqu'un d'autre qui est là est un ordinateur et ça fait peur hein. C'est un peu un ping-pong intellectuel, j'ai envie de vous dire. Je vais me servir des réponses en inspiration, ensuite je peux parfois reposer des questions qui vont me redonner une autre source d'inspiration. Et ça m'arrive, alors très peu parce que je me rends compte que si on commence à miser là-dessus, si on commence à trop compter sur ce type d'outils, il y a de fortes chances que je n'arrive même plus à réfléchir par moi-même et à réfléchir moi-même à un plan. Et ça me fait vraiment peur. C'est tout ce qui me fait peur dans l'intelligence artificielle. Alors par exemple dans l'intelligence artificielle que je trouve géniale, les sous-titres par exemple, vous savez maintenant on met beaucoup de sous-titres, soit sur les stories, sur les réels, sur les vidéos TikTok. Ça c'est une intelligence artificielle qui va capter notre voix, nos mots et qui va écrire les sous-titres à notre place. Alors il y a des erreurs, c'est pour ça qu'on est obligé de les modifier, mais ça je trouve par exemple que c'est génial, c'est un gain de temps génial pour les créateurs de contenu. Donc comme tout en fait ça dépend de comment on utilise l'outil, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend de l'éthique qu'on va mettre derrière, si c'est nécessaire ou si c'est un outil sur lequel on va se reposer par flemme. Je pense qu'il faut faire très attention à tout ça. Voilà, là je vous le dis en toute transparence, ça m'arrive parfois pour des plans, pour être un peu plus concise parce que parfois on a une foule d'informations. Comment je le construis, comment c'est le plus clair. Et en fait finalement ChatGPT va donner un exemple de plan. Et après à moi d'en faire ce que je veux. Et ça peut être une bonne trame pour commencer. Donc je m'installe à ma caméra et je parle. Quand vous voyez une vidéo de 40 minutes, il y a de fortes chances qu'elle ait duré 1 heure. Mais je coupe ensuite au montage les moments d'hésitation, quand je me trompe, quand je reviens en arrière. Et en parlant de montage, moi je le fais sur Final Cut. C'est un logiciel pour Mac qui est payant. Il me semble que c'est 300 € à peu près, qui est assez intuitif. Alors sur Mac, il y a aussi de prime abord, hein, quand vous achetez un Mac, vous avez iMovie. Et moi j'ai commencé avec iMovie et c'est très bien pour commencer aussi. Final Cut sur mon ordinateur. J'ai un MacBook Pro et j'ai aussi un ordinateur, un iMac en fait, sur lequel je devrais être beaucoup plus souvent parce que c'est quand même beaucoup plus sympa pour la position et de la tête et pour l'écran. Je devrais l'utiliser plus souvent, sachant que j'ai quand même investi là-dedans, c'est pas rien. Quand je filme des réels, ça m'arrive d'utiliser CapCut, qui est un logiciel de montage sur téléphone. Alors il est aussi sur ordinateur. Je l'utilise depuis peu sur ordinateur parce que c'est aussi via ce logiciel qu'on peut faire des sous-titres. Et il y a une version gratuite, moi j'utilise la version gratuite et en fait il génère des sous-titres automatiquement. Une fois que la vidéo est montée, je l'exporte sur mon ordinateur et ensuite il faut l'importer sur YouTube. Avec la fibre, maintenant, en 15 minutes, il y a une vidéo de 40-45 minutes qui est uploadée sur YouTube, c'est assez génial. Et là vient ensuite tout le travail du titre, du SEO, de la barre d'infos. Et ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a énormément de travail. Moi en tout cas, je mets beaucoup de travail sur la barre d'infos. Alors déjà, le titre, il faut savoir qu'il faut que ça représente ce qu'on dit dans la vidéo, mais il faut aussi que ça soit un titre qui soit approprié au SEO. Le SEO, c'est tout ce qui concerne les mots-clés et comment les gens vont tomber sur notre vidéo. Si je fais une vidéo make-up, je sais pas, je fais un smoky
et que je mets dans le titre « Je vous montre un nouveau maquillage », le titre n'est pas SEO, il n'est pas adapté à quelqu'un qui va chercher sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche ou bien sur YouTube comment faire un smoky. Alors que si je mets smoky dans le titre, il y a de plus fortes chances qu'on tombe sur ma vidéo. Donc il faut réfléchir au titre et en même temps que ça donne envie, que ça reflète un peu ce que l'on dit dans la vidéo. Et pareil pour la vignette, c'est très dur je trouve de faire une vignette qui donne envie, qui soit pas putaclic, qui donne pas des fausses informations juste pour attirer le clic, qui soit pas too much non plus, parce que je sais ce qui vend par exemple sur YouTube, je sais qu'il faudrait faire des têtes genre comme ça ou comme ça pour vendre sur une vignette, mais moi ça reflète tellement pas mon contenu et l'ambiance que vous allez retrouver dans ma vidéo que ça n'aurait aucun intérêt de mettre ça. Peut-être qu'il y aurait plus de clics, mais après à mon avis les gens seraient très déçus d'arriver sur ce type d'ambiance. Donc l'idée c'est de faire une bonne image, qu'elle donne envie, qu'elle reflète la vidéo, et pour ça, pour faire les vignettes, moi j'utilise le site Canva. Je paye un abonnement annuel, c'est un site qui est absolument génial pour créer du visuel. Des vignettes YouTube, des jolies images pour le blog, pour faire des jolies infographies, pour faire des jolis visuels sur Instagram, etc. etc. Là vous voyez, je viens de faire une pause parce que je sentais que ça faisait trop longtemps que je parlais, donc je commençais à m'embrouiller un peu dans mes mots, j'étais de moins en moins concentrée. Ma caméra commençait à surchauffer parce que ça fait pas mal de temps qu'elle est allumée. Donc petite pause de 5-10 minutes, je me suis levée, j'ai remis à charger des batteries, je me suis posée sur le canapé juste derrière, je me suis pris un verre d'eau, j'essaie de souffler un petit peu et je reprends la caméra parce que l'énergie que j'ai aussi au moment où je tourne la vidéo, elle se retranscrit. Alors, ce qu'il y a d'assez magique en fait avec une vidéo YouTube, c'est que le montage a un impact incroyable sur la sensation et sur le mood dans lequel ça va vous mettre au moment où vous allez vous mettre devant la vidéo. Si je fais beaucoup de cuts, donc ça veut dire beaucoup de coupes dans ma vidéo, si je laisse pas des silences, ça va faire une vidéo qui est beaucoup plus dynamique. Si je mets une musique en fond qui est dynamique, ça va vous mettre dans un truc qui est peut-être un peu booster, un peu dynamique, un peu sympa, bonne humeur à regarder. Alors qu'au contraire, si je laisse des temps de silence, que ce soit pour un vlog par exemple ou même quand je parle, si je mets une vidéo douce en arrière-plan, ça va complètement changer le mood dans lequel vous allez vous mettre. Pareil pour le rythme du montage, tout ça, ça a un impact de dingue et moi c'est pour ça que j'adore faire du montage et que j'ai pas du tout envie de déléguer cette partie-là. Bien que je sois pas du tout professionnelle, j'ai appris toute seule au fil des années. C'est quelque chose que j'aime faire parce que je trouve qu'on transforme un produit brut, qui est la vidéo, et on peut complètement le transformer selon la musique que l'on met derrière, selon le rythme de montage, selon si on rajoute une voix off, si je mets plus de titres, si je mets plus de coupes. Une vidéo change radicalement. Et moi je trouve ça assez magique et très sympa à faire. Attendez, je vais remettre la caméra un peu plus droite. D'ailleurs en parlant de musique, j'ai oublié de vous en parler. Les musiques que l'on met sur les vidéos YouTube, en fait, il faut que ce soit des musiques qui sont libres de droit. On n'a pas le droit d'utiliser des musiques commerciales, ou bien alors, dans ces cas-là, notre vidéo est démonétisée. Parce que YouTube nous rémunère en fonction des pubs qui sont insérées dans la vidéo. Ça, je vous en parlerai aussi. Et donc notre vidéo est démonétisée si on met des sons commerciaux. Donc tous les mois ou tous les ans, parce que moi j'ai un abonnement qui est annuel, je paye un abonnement donc à la plateforme qui s'appelle Epidemic Sound et qui a plein de musique dans tous les styles. Si je devais donner un conseil pour la création de contenu, parce que là je vous ai parlé de mon métier de créatrice de contenu, ce qu'on appelle aussi de l'influence, influenceuse, finalement c'est la même chose, hein, c'est juste qu'on a trouvé un terme un peu plus joli que influenceuse qui sous-entend qu'on est là pour influencer, manipuler pour vous faire acheter des trucs. C'est un peu en tout cas dans l'inconscient collectif et ça c'est notamment dû je pense aux personnes de télé-réalité souvent ou aux personnes à très grosse audience qui ont mal utilisé leur notoriété. Ce que je pense de la création de contenu c'est que c'est maintenant une étape obligatoire en fait. Pas seulement quand on fait de l'influence comme moi mais aussi quand on est à son compte, quand on a sa propre entreprise, quand on est créateur ou bien qu'on est, comme je vous le disais, si on est freelance. Je pense que c'est très important maintenant d'avoir une vitrine et la création de contenu ça permet ça. La création de contenu c'est d'avoir un compte Instagram. Alors il ne s'agit pas d'avoir un blog et YouTube et compagnie, hein. C'est en tout cas d'avoir au minimum un compte Instagram sur lequel on peut voir les créations, vos créations, qui vous êtes, pourquoi on achèterait à vous plutôt qu'à une autre. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas de se survendre mais juste de montrer qui vous êtes, quelle est votre personnalité, quelle est votre histoire, qu'est-ce qui fait qu'on va être plus touché par votre histoire que par une autre. Et par exemple, moi ce que j'ai beaucoup aimé pour les matchs à Nathalie, pour revenir là-dessus, et pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec Camille, c'est parce qu'elle incarne vraiment ses valeurs et son entreprise. Elle n'a pas monté à Nathalie parce que c'était la mode du matcha et du coup elle a senti le filon, elle s'est lancée. C'est pas ça, c'est qu'elle a transformé sa passion, sa découverte de l'univers du matcha, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle s'est appuyée sur sa passion pour développer une entreprise. Du coup j'aime quand je
promeut Anatae ou si j'achète un de ces matchas, j'aime donner de l'argent à cette personne. Donc créateur de contenu, c'est aussi permettre ça, c'est montrer qui l'on est. Alors le but c'est pas du tout de mentir et c'est aussi un peu ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on peut complètement mentir sur ce que l'on est, nos valeurs, on peut parfaitement jouer à un double jeu. Finalement, qui nous en empêche et qui pourrait vraiment vérifier. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. En tout cas, tous les conseils que je vous donne pour la création de contenu, j'espère que ça pourra vous servir si vous avez besoin de vous vendre, entre guillemets, de vendre ce que vous faites, vos services, vos créations. Parce que à mon avis, même sans rentrer dans le truc de il faut sortir une publication par jour, faire plein de stories, etc. Il faut absolument avoir une vitrine sur Instagram. Maintenant, on a tous un réflexe avant d'aller dans un resto, c'est peut-être d'aller voir un peu ce qu'ils font, de voir leurs plats, un peu l'ambiance. En regardant un feed d'Instagram, on comprend l'ambiance d'un lieu, on comprend l'ambiance d'une chaîne YouTube, on comprend l'ambiance d'un créateur et c'est hyper important. Et dans la FAQ que j'avais ouverte sur Instagram, ça j'y répondrai en fin de vidéo, vous êtes pas mal à m'avoir demandé comment on devient influenceuse, comment on devient créatrice de contenu. En fait, je pense pas, alors je vais vous faire une réponse très bisounours, hein, mais je pense pas que ce soit un souhait. On ne devient pas influenceuse, on ne décide pas de devenir influenceuse, ou bien si c'est le cas, selon moi, on le fait pour les mauvaises raisons. Parce que le truc de base, quand on fait ce métier-là, c'est le partage. Si on a une passion et qu'on a envie d'en parler, qu'on a envie de retrouver des gens qui sont intéressés par ça, ou si on pense qu'on a amassé tellement d'informations, tellement de plus-value que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, au fil des partages, finalement, on va devenir créateur de contenu et influenceur. Mais si on se positionne tout de suite en « je vais devenir influenceur et je vais faire des partenariats et je vais gagner ma vie comme ça », je pense que le but initial n'est pas bon du tout et ne pourra pas entraîner vers du durable. En tout cas, peut-être que vous pourrez faire de l'argent rapidement, peut-être beaucoup d'argent selon si vous arrivez d'un coup à exploser selon ce que vous faites, mais ça sera pas durable. Moi je pense que, vous voyez, moi ça fait 10 ans que je suis là, j'ai pas du tout une immense communauté, il y a des gens qui sont là depuis beaucoup moins longtemps que moi et qui ont des x10, x100 dans les abonnés, mais je pense que ma force c'est d'être très honnête en fait. Je suis très honnête dans ma façon de partager et je suis pas là pour vendre des trucs, je suis pas là pour inciter à quoi que ce soit, je fais du partage et si ça incite et si ça vend des trucs, j'ai envie de dire tant mieux pour les marques que je présente, mais le but de mon métier, comme je vous le disais quand je vous parlais de ma vision, c'est de partager des bons plans, de faire du bien aussi, c'est ça. De plus en plus, j'ai fait la paix avec ce truc de pas seulement apporter de la valeur ajoutée, je suis pas seulement là pour apporter de l'info, je suis aussi là pour, si mes contenus, mes contenus plutôt, peuvent faire du bien, peuvent vous envelopper dans une petite bulle de douceur, c'est pas mal, vous voyez. Donc je pense pas que vouloir devenir influenceur est une bonne idée. Je pense que quand on a envie de partager, on peut devenir influenceur en fait sans vraiment le décider. C'est quelque chose qui va se mettre en place malgré nous, j'ai envie de vous dire. Et si ça fonctionne, et si vous commencez à partager sur internet, qu'il commence à y avoir du public, etc., vous en faites pas. Les marques viendront à vous, les agences viendront à vous, vous commencerez à recevoir du gifting. C'est leur métier de repérer en fait les gens qui vont se démarquer un peu sur internet, donc ne vous occupez pas de ça. Vous au début, créez de la valeur en fait, partagez qui vous êtes, ce que vous avez envie d'apporter au monde, aux gens, les conseils. La suite va se faire toute seule en fait. Comme on parle d'influence et de création de contenu, j'avais aussi envie de faire un petit point sur la loi influence qui est passée en juin dernier, qui est une loi qui vise à la base à encadrer la pratique d'influence. Parce qu'en fait, influenceur, c'est pas considéré, ou l'influence, c'est pas considéré comme un métier, c'est une pratique. Il y a des gens dont c'est pas le métier, mais qui pratiquent de l'influence. Et c'est très dur d'ailleurs. Qu'est-ce qui dit qu'on est influenceur ou pas? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est parce qu'on parle d'un produit, d'un coup on devient influenceur alors que c'est pas du tout notre métier? Est-ce que si notre métier, entre guillemets, si notre full-time job c'est de créer du contenu, mais que finalement on ne parle pas de marque, est-ce qu'on est influenceur? Vous voyez, c'est très compliqué de cadrer, en fait, de mettre des mots, de mettre des étiquettes sur ce métier parce qu'il y a tellement de façons de le faire et donc selon la loi, selon la législation, c'est une pratique l'influence. Donc cette loi de juin qui est passée, elle a des avantages dans le sens où elle est là pour protéger le consommateur, mais dans notre métier, dans mon métier en tout cas dans ma façon de faire, ça a et ça va provoquer pas mal de changements qui sont vraiment pas top, et il y a beaucoup de choses que je trouve assez injustes parce que c'est une loi qui est créée par des gens qui sont pas forcément dans le métier en fait, et en fait comme je vous le disais, il y a tellement de façons de faire ce métier que c'est une loi qui s'applique à la masse, qui va vraiment pas être idéale pour tout le monde. Donc déjà on n'a plus le droit en tant qu'influenceur, en tant que personne qui partageons en fait sur internet, de parler, de promouvoir en tout cas, c'est pas de parler, c'est de promouvoir des activités de chirurgie esthétique, de jeux d'argent, tout ce qui est attrait à la nicotine, il me semble, on n'a plus le droit de faire des partenariats avec un jeu de paris en ligne ou bien de faire des partenariats avec un chirurgien pour... Ça c'est interdit. Bon, pour ça pour le coup ça m'a pas tant changé que ça parce que c'était vraiment pas des sujets
que je pouvais aborder. Il y a aussi quelque chose qui a changé, alors pour le coup, en termes de... Dans la loi de la consommation, c'était déjà obligatoire, mais il y a finalement peu de gens qui le savaient, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, ces métiers-là, on les fait chacun de notre côté. Hein. Il n'y a pas une école d'influence, il n'y a pas une école de créateurs de contenu, il n'y a pas quelqu'un qui nous envoie les bonnes pratiques ou comment faire pour respecter. En fait, c'est des métiers qu'on apprend tout seul, et parfois même en voulant faire bien, on fait des erreurs. En voulant faire bien, on fait des trucs qui sont pas légaux, mais sans même le savoir en fait. Depuis toujours, en fait, quand il s'agit d'un partenariat, d'une publicité, quand on est payé pour parler de quelque chose, on est censé le dire. Ça a toujours été le cas, j'ai toujours dit, quand je faisais un article sponsorisé, c'est un article sponsorisé, quand c'est une vidéo, je le disais. Voilà, ça c'est un partenariat, j'ai reçu ça dans le cadre d'un partenariat, etc. Je l'ai toujours dit. Maintenant, en fait, l'obligation, c'est de le noter. Donc il faut qu'on marque en haut, et vous l'avez peut-être vu au moment où je parlais d'Anatae par exemple, collaboration commerciale. On n'a plus le droit de dire partenariat, collaboration commerciale ou publicité, un des deux termes. Donc ça pour le coup je trouve ça plutôt... ça me choque pas plus que ça. Le truc qui peut être un petit peu dérangeant, c'est que dans la tête des gens, collaboration commerciale, vous avez peut-être l'impression qu'en fait il y a une régie publicitaire qui nous a dit alors tu places ça dans ta pub, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, et t'es payé tant, et voilà. Alors que quand on disait partenariat, il y avait peut-être plus cette notion de co-création, de c'est moi qui l'ai choisi aussi, j'ai accepté de, ce qui est toujours le cas quand on dit collaboration commerciale ou publicité, mais dans la tête des gens c'est pas exactement ce que ça engendre. Donc quand vous connaissez bien les créateurs de contenu, quand vous me connaissez, vous savez à quel point je choisis minutieusement mes partenariats, et justement on en parlera, et à quel point c'est pas pour rien justement que j'ai choisi de faire plusieurs métiers et pas seulement d'être dans la création de contenu, pas seulement dans l'influence. C'est pour ne pas être dépendante des partenariats pour gagner ma vie. Mais donc voilà, maintenant on est obligé de noter collaboration commerciale quand, en tout cas, il y a une notion de partenariat avec une marque, et quand on a dealé quelque chose, alors c'est financier, quand on parle de quelque chose et qui nous rapporte de l'argent. Donc ça déjà, très compliqué. Bon, en soi, de vous dire qu'un produit a été offert, moi ça me dérange pas du tout, je vous le dis. C'est vrai qu'en make-up, ça fait très longtemps que j'ai pas eu besoin d'acheter. Est-ce que c'est parce qu'on m'offre un produit que j'en parle? Loin de là. Est-ce que c'est parce qu'on m'offre un produit que je vais l'utiliser, que je vais vous dire c'est le plus génial? Loin de là aussi. Déjà, il faut savoir que avant de recevoir quelque chose, je le choisis, j'étudie bien les choses avant d'accepter de le recevoir. Ensuite, je l'essaye, et ensuite, pourquoi pas, si j'ai besoin de parler d'un mascara dans une vidéo, bah voilà, je vais peut-être utiliser un mascara qu'on m'a offert, mais la marque ne m'a jamais demandé de l'utiliser dans cette vidéo. Donc il y a ce truc un peu de produit offert qui, je trouve, à noter à chaque fois. Ça fait beaucoup d'infos, nous, qu'on doit rajouter, sachant qu'on a un métier qui a déjà beaucoup de charge mentale, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs à gérer avec les réseaux sociaux et tout. Donc si à chaque fois on est obligé de rajouter des petits pop-up de hop, ça c'est un produit offert, et même dans votre tête à vous, on devient des espaces publicitaires, alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Et enfin, dernière chose, alors là pour le coup le décret n'est pas encore passé, et pour être totalement honnête, j'espère que ça ne passera pas parce que je trouve ça complètement injuste. En fait, il serait question que l'on soit taxé sur tous les produits que l'on reçoit, sur tous les cadeaux. C'est-à-dire qu'on devra déclarer ça aux impôts et payer tant de pourcents de la valeur de ce qu'on a reçu. Alors, quand il s'agit de véritables cadeaux, et des cadeaux, par exemple si je recevais, je sais pas, un sac Vuitton à plusieurs milliers d'euros, à la rigueur pourquoi pas, ça peut être considéré comme un avantage en nature, et les avantages en nature sont taxés, on est censé déclarer ça aux impôts. Si on nous offre un voyage, il faudrait pareil que l'on déclare, et qu'on déclare le montant pour que l'on soit ensuite taxé dessus. Ça, à la rigueur, pourquoi pas, c'est des... comment dire, c'est des choses qui valent très très cher, et si c'est des véritables cadeaux, effectivement ça peut être considéré comme de l'avantage en nature. Seulement en fait dans notre métier, si on nous offre un voyage, c'est pas un cadeau. Je suis pas naïve, hein, si on m'offre quelque chose, c'est rarement des cadeaux, c'est pour que j'en parle. Ça m'est déjà arrivé qu'on me contacte pour faire une vidéo dans un hôtel par exemple, et qu'on m'offre le séjour en échange d'une vidéo YouTube, etc., etc. Alors moi ça par exemple je ne le fais pas, parce que c'est pas parce qu'on m'offre quelque chose pour en parler. J'aime pas l'idée de me faire travailler, d'utiliser mon image, mon temps, mon énergie pour faire une vidéo, faire de la promo sans être payé, seulement en ayant quelque chose, seulement en ayant un cadeau, sachant qu'en plus au moment où je suis à l'hôtel pendant le séjour pour filmer, moi je ne profite pas, je suis en train de travailler, et c'est pas parce que ça a l'air d'être très très cool comme métier, et que ça l'est, hein, on va pas se plaindre, moi je suis en train de travailler à ce moment-là, et si je filme toute la journée pour faire des montages, etc., je suis pas du tout en train de profiter avec ma famille comme lors d'un séjour en vacances classique. Donc ça, c'est pas des choses que j'accepte par exemple. Mais je trouverais pas ça juste si en plus j'acceptais de travailler gratuitement, bon, en échange d'un séjour qui est sympa, hein, on va
va pas cracher dessus. J'accepterai pas d'être taxée là-dessus alors que je ne reçois pas un centime d'euro pour ça. Autre chose, il y a des produits parfois que l'on reçoit sans qu'on nous les demande. C'est les agences de presse qui ont nos adresses. Alors ça se fait de moins en moins, mais vous imaginez que parfois la poste sonne chez nous, il y a des colis, on reçoit des trucs qu'on n'a jamais demandé, et donc on devrait payer des impôts pour des trucs qu'on n'a pas demandé, dont on ne parlera pas. Et surtout en fait, nous, ce qu'on nous offre, en tout cas moi dans ma vision de mon métier et en tout cas ce que mes copines font dans notre milieu un peu green, ce que l'on reçoit gratuitement, c'est des supports de travail, c'est pas des cadeaux. Si je reçois un mascara, c'est pour peut-être en faire un article, c'est peut-être en faire une vidéo, c'est peut-être en parler. Parfois je serai pas du tout payée pour ça. C'est un support de travail, c'est pas un cadeau, c'est pas un avantage en nature. Et là vient se poser aussi la question de pourquoi la législation se fait sur nous et pas sur d'autres métiers. Type les journalistes. Les journalistes reçoivent beaucoup de trucs gratuits, c'est les agences de presse qui envoient ça. C'est normal, ça permet de tester plein de choses, de voir ce qu'on en fait, est-ce qu'on en parle ou pas, est-ce qu'on a un coup de cœur pour en parler, à l'ajouter dans un article, etc. Pourquoi est-ce que les journalistes du coup ne seraient pas taxés au même titre que nous, sachant que c'est pour le même type de travail dans ces cas-là. Pareil, dans les films, il y a beaucoup de placements de produits, ça fait partie de la rémunération dans le cinéma. Donc par exemple, on sait que... Qu'est-ce que j'ai vu par exemple dernièrement? Voilà, c'est dans la série d'Armes et de Sang, une série Canal, 100% sûr qu'il y a un partenariat, qu'il y a un sponsor qui est Coca-Cola. C'est-à-dire qu'on voit souvent Coca dans la série. À un moment, c'est même dans le dialogue, hors sujet en plus, c'est un rendez-vous professionnel, et t'as un des personnages qui propose: vous voulez un café, de l'eau, un coca? Truc qui arrive rarement quand même, de proposer vraiment un coca comme ça pendant un rendez-vous pro un matin. Tout ça, c'est de l'argent pour financer le film. Il n'y a pas marqué une seule seconde sur le film qu'il s'agit d'une collaboration commerciale par exemple. Alors pourquoi est-ce que cette loi s'applique à des personnes comme nous et pas à d'autres? Est-ce que c'est juste ou pas? Clairement ça l'est pas. Après je comprends totalement que le but c'était vraiment de réglementer, d'encadrer, de protéger le consommateur, et ça évidemment qu'il le faut, et moi je suis absolument pour une communication qui est transparente, que vous sachiez exactement ce qui se passe, et c'est pas pour rien que je fais ce type de vidéo. Moi j'adore parler des coulisses parce que je n'ai aucun problème avec mon éthique de travail et que ce que je fais selon moi est très juste. Je suis pas du tout là pour vous avoir pour faire masse de thunes et quitter les réseaux du jour au lendemain, loin de là. Donc voilà, comment pour l'instant la loi influence, comme je vous l'ai dit, c'est une loi qui va être amenée à évoluer, ce sera peut-être de plus en plus dur ou au contraire un peu plus laxiste, et tant mieux. Je trouve ça génial, comme je disais, que ça encadre et que des personnes qui utilisent leur notoriété de la mauvaise façon soient encadrées, il le fallait. Maintenant quand ça retombe sur des personnes comme nous, et d'ailleurs Oran en parlait vachement bien, elle avait fait un réel sur Instagram pour parler de ça, en fait il y a des marques, par exemple des marques green, des marques éthiques, qui n'ont pas d'argent pour des collaborations commerciales, elles n'ont pas d'argent à donner pour un post Instagram, pour un concours, pour une vidéo YouTube, tout ça, et donc leur seule façon par exemple de se faire un peu connaître, c'est d'envoyer des produits gratuits. Et parfois on accepte en tant qu'influenceur, mais vous imaginez bien que si maintenant on est taxé sur des produits que l'on reçoit pour parler gentiment d'une marque qui n'a pas encore de l'argent, on n'acceptera plus. Personne ne va accepter de payer pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces petites marques éthiques qui débutent et qui auront du coup de moins en moins de visibilité sur internet? Et aussi la limite de tout ça, c'est qu'est-ce qui dit qu'on est influenceur ou pas? Pour vous donner un exemple, la dernière fois c'est Marie Shakermaker, qui est une de mes copines, qui m'a offert, elle a créé des stickers, elle me les a offerts. Est-ce que moi je dois noter produit offert, collaboration commerciale? Alors qu'en fait c'est une copine qui m'a offert son travail. Si une copine m'offre un repas dans son resto, est-ce que je devrais noter collaboration commerciale alors qu'il ne s'agissait absolument pas d'un truc de travail? Est-ce que si une copine pour mon anniversaire m'offre un livre, il faudra que je marque produit offert? Ou est-ce que c'est bon si c'est dans hors cadre du travail? Vous voyez, quelles sont les limites? En fait, il faudrait, enfin selon moi en tout cas, il faudrait qu'on note produit offert ou collaboration commerciale quand il y a une trace et quand il y a une demande de la part de la marque d'en parler en échange d'un cadeau ou d'argent. C'est évident. Quand c'est de l'envoi comme ça, je trouve que ça n'a plus aucun sens et que ça part beaucoup trop loin. On a terminé la grosse partie sur la création de contenu. Mes deux autres métiers vont prendre moins de temps, je suis désolée, j'ai énormément parlé, je me rends compte, hein, je fais des vidéos beaucoup trop longues. Et ensuite on passera à la FAQ. Donc je suis aussi ce qu'on appelle une infopreneur. C'est quelqu'un qui va vivre des produits digitaux qu'il a créé et qu'il vend. Dans mon cas, j'ai créé des formations en ligne sur le maquillage, c'était mon métier, et comme je n'ai plus le temps ni la possibilité de donner des cours de make-up en réel, de me déplacer chez les gens, que les gens viennent pour que je leur apprenne le make-up, j'ai décidé de tout centraliser sur des formations en ligne où je donne un peu toutes mes techniques, mes astuces, etc. etc. Donc j'ai filmé des heures et des heures de vidéos, j'ai monté tout ça, j'ai fait des fiches PDF, et tout ça en fait est disponible sur une plateforme. Moi j'utilise System.io, il y a plein d'autres plateformes de formation en ligne. System.io, moi j'ai choisi ça parce qu'à l'époque c'était quand même un des trucs les moins chers, c'est une des plateformes les moins chères.
Tout était en français, le créateur est français, donc ça j'aime bien cette idée là aussi, s'il y a le moindre souci de pouvoir échanger facilement avec quelqu'un du SAV. Bien que je parle anglais aussi, ça peut être un petit peu plus compliqué quand il y a de la technique, je trouve. Et aussi, j'utilise System.io pour tout ce qui est emailing. Quand je fais des newsletters, pour l'instant c'est en pause, mais toute ma liste d'emailing, toute ma liste de contacts est aussi sur System.io. L'immense avantage d'avoir créé des formations en ligne, c'est que ça me permet d'avoir un revenu passif. Un revenu passif, c'est un revenu en fait qui provient d'un contenu que j'ai créé, qui m'a demandé énormément de travail à un moment T et qui finalement tout au long de l'année, tout au long des années va me permettre de recevoir de l'argent sans travailler. Alors ça c'est pas vraiment vrai non plus parce qu'il y a toujours tout ce qui est à gérer en termes de SAV, imaginons que quelqu'un n'ait pas reçu son mot de passe, si parfois il y a des petits bugs. Moi en plus j'ai une sorte de service après-vente dans le sens où s'il y a la moindre question make-up sur un produit etc, je réponds tout le temps par mail, donc ça me demande du travail et il y a du travail de communication. Si je ne parle jamais de ces formations en ligne, il y a très peu de chances que les gens achètent. C'est vrai que le plus gros du travail a été fait au moment de la création de ces formations en ligne, mais c'est ce qui me permet tous les mois de toucher de l'argent sans finalement passer beaucoup de temps dessus. Le fait d'avoir un revenu passif, c'est ce qui me permet de créer beaucoup de contenu gratuit sur internet et sans forcément être en partenariat avec des marques. Et ça c'est quelque chose qui est capital pour moi. Comme je vous l'ai dit, il n'était absolument pas question que je devienne dépendante et que je sois obligée de mettre en place des partenariats pour gagner ma vie décemment, pour pouvoir vivre en tout cas de ce métier-là. Et le revenu passif me permet de clairement trier les personnes avec qui je travaille, les marques que je mets en avant, et me permet de recevoir de l'argent un peu tous les mois. Mon troisième métier, c'est d'avoir créé et de gérer une marque de cosmétiques. Donc c'est une marque de cosmétiques qui s'appelle Héloïse, comme mon prénom. C'est une marque de cosmétiques naturelle. Le premier produit s'appelle la Lumineuse. C'est une huile multi-usage, une huile qui prend soin du visage. On peut aussi appliquer sur les cheveux, sur le corps. Il y a la Rêveuse qui est une huile démaquillante, la Somptueuse qui est une huile pour les cheveux, pour prendre soin des cheveux. J'ai sorti aussi un petit baume qui s'appelle le Magicien pour prendre soin des lèvres, des petites zones irritées, pour booster la pousse des cils, des sourcils, tout ça. Et dernièrement, il y a l'envoûtante que j'ai créée au moment de ma grossesse. La Lumineuse me manquait parce que la Lumineuse, il y a quelques huiles essentielles dedans et je voulais la même chose sans huiles essentielles. Donc idéal pour la grossesse, pour les personnes qui n'ont pas envie d'utiliser d'huile essentielle parce qu'une peau trop réactive, pendant l'allaitement, etc., etc. Cette marque, je ne l'ai pas créée toute seule. Et si je m'en occupais toute seule, je ne pourrais clairement pas faire tout ce que je fais à côté. Je ne pourrais pas créer du contenu, je ne pourrais pas... Mes formations, j'aurais pu, mais tout ce qui est création de contenu et tout ce que je fais sur internet, je n'aurais plus le temps de le faire si je gérais cette marque seule. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, j'ai été contactée par une marque qui aide justement des personnes à développer leur marque. De mon côté, ce qu'il fallait, il fallait l'idée. Il fallait que je sache exactement quel produit créer, que je crée le produit que j'ai envie de vendre, que je cerne le besoin, que je le fasse de A à Z avec l'aide d'une formulatrice évidemment, c'est pas moi qui me suis improvisée scientifique à faire mes petites mixtures chez moi. Et je m'occupe de la communication, je m'occupe de créer du contenu autour de cette marque, de faire connaître cette marque. Le rôle de la société avec qui je me suis associée pour ça, c'est de gérer toute la logistique autour de ça. C'est eux qui vont gérer les stocks, c'est eux qui vont envoyer les colis, c'est eux qui vont gérer le SAV, c'est eux qui vont gérer les volumes de production. Tiens, là il y a bientôt plus de Lumineuse, quand est-ce qu'on refait fabriquer en usine? Tout ça c'est un sacré métier, un métier que je ne connais pas, que je ne connaissais pas en tout cas au moment où j'ai créé cette marque, et ça aurait été tout simplement impossible en termes de temps, d'énergie et surtout de connaissances que je le fasse toute seule. Donc moi finalement la marque elle me demande pas tant de temps que ça parce que mes produits sont créés, que je suis pas du tout dans une envie de créer sans cesse des nouveautés. Alors en termes de marketing, ça serait beaucoup plus intéressant, ça serait beaucoup plus vendeur de créer de la nouveauté parce que c'est ce qui fait acheter la nouveauté. C'est très dur de faire vivre une marque sur le long terme quand on ne sort pas de nouveaux produits. Tout l'enjeu, c'est de fidéliser, c'est de donner envie, de recommander le même produit, c'est de faire connaître la marque pour qu'il y ait de plus en plus de clients. C'est un enjeu qui est difficile, hein, je vais pas vous le cacher. Donc moi finalement, comme il n'y a pas tant de création, finalement, ce que je gère, c'est l'image de la marque et c'est le contenu des réseaux sociaux. J'ai créé un compte Instagram sur lequel je crée les posts. C'est souvent moi qui réponds à MP. Maintenant, avant, c'était pas le cas. Il y avait Constance avec qui je bossais. Ça aussi, on en parlera. Maintenant, je le fais. Je signe pas parce que c'est pas impossible qu'à un moment, ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. C'est pas impossible que ce soit quelque chose que je délègue. Donc, je préfère pas signer avec mon prénom ni promettre que c'est moi qui réponds. Et ça en fait pareil, c'est une sorte de revenu passif parce que tous les mois je vais toucher de l'argent sur les produits qui sont vendus. Passif dans le sens où les produits sont créés, mais pareil en fait ils se vendent pas tout seuls et j'ai vraiment vu une différence au moment où j'ai pris une pause pendant mon congé maternité qui n'était pas vraiment une pause parce que j'étais un petit peu quand même là sur les réseaux sociaux. Forcément si je ne suis pas là, si je ne me montre pas, si je ne crée pas de contenu, si je ne fais pas de post,
la marque se fait moins connaître, elle reste moins dans les esprits, donc elle a moins de commandes. J'ai vraiment vu une baisse de chiffre d'affaires pendant ma première année de maternité, évidemment. Donc on peut pas dire que c'est complètement du revenu passif, mais en tout cas, les produits sont créés. Et maintenant, mon métier, mon rôle, ma mission, c'est de les faire connaître et surtout de les faire connaître au plus grand nombre. C'est pour ça que mon métier d'influenceuse et de créatrice de contenu peut aussi servir à ça et sert aussi évidemment mon métier infopreneur. Plus des nouvelles personnes me connaissent, plus elles seront à même de connaître mon travail et de peut-être acheter les produits que je propose s'ils en ont envie. Donc effectivement, c'est 3 métiers bien distincts mais qui se nourrissent et surtout en fait, tout part de la création de contenu parce que ne nous leurrons pas, je ne me leurre pas, je ne suis pas naïve. Mes formations en ligne ne fonctionneraient sûrement pas ou sûrement pas autant si j'étais complètement inconnue au bataillon. Ou alors si, peut-être, si je mettais beaucoup d'argent en publicité Facebook, en publicité Instagram, peut-être. C'est vrai que j'ai pas du tout investi d'argent là-dessus, je préfère que ça fonctionne au bouche à oreille, mais ça c'est mon côté un petit peu bisounours. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus entrepreneur dans l'âme et que je sois un peu dans ce truc de bah maintenant, voilà, il faut utiliser les outils de vente, la publicité, le marketing. Moi je suis un peu non mais j'en parlerai dans mes vidéos, du coup les gens sauront, etc. Pas la meilleure là-dedans. Et évidemment pareil pour mes produits. Alors les produits, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, vous les offrez beaucoup à vos proches, et ce qui est absolument génial et ce qui est un très bon signe, j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a une grande majorité, je crois que c'est en moyenne 70% des personnes qui commandent chez nous sont des personnes qui ont déjà commandé. Donc il y a une sorte de fidélité qui est mise en place. L'inconvénient de ça, c'est que ça signifie qu'il n'y a pas assez de nouvelles personnes qui découvrent la marque. Et ça, c'est toute une stratégie à mettre en place. Il va falloir que je me penche là-dessus. Alors le fait que je revienne sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le blog, va améliorer ça, évidemment. Mais il faut que je trouve d'autres façons de faire connaître cette marque à des personnes qui ne me connaissent pas. Parce que c'est ça aussi, ce qui est un petit peu touchy, c'est que tout repose aussi beaucoup sur moi et sur mon image. Ça, je vais en parler un peu plus précisément dans la FAQ. J'aurais bien voulu vous changer de cadre, de décor pour terminer cette vidéo avec la FAQ, mais j'ai peur que la lumière soit pas dingue, donc on va rester comme ça. Je suis passée à de l'eau maintenant. J'ai une gourde au bureau, j'en ai une aussi à la maison, et je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, j'ai toujours plus de facilité à boire de l'eau dans une gourde. Enfin je remarque, j'arrive à boire au verre, hein, mais je bois plus d'eau et plus souvent quand c'est dans une gourde que quand c'est dans un verre d'eau. Je pense que c'est le fait que ça soit fermé. Un verre d'eau qui traîne sur une table depuis genre une demi-heure, ça me donne pas très envie. Passons à la FAQ, à la foire aux questions. Premier, aucune langue de bois, je vous dis la vérité. J'ai essayé de concentrer les questions par thématique. On m'a posé pas mal de questions au niveau de l'administratif. Est-ce que je suis accompagnée? Qu'est-ce qu'il en est de la structure, etc. Alors, en fait, j'ai commencé mon métier de créatrice de contenu avec une micro-entreprise. J'étais auto-entrepreneur à l'époque. J'avais tout fait toute seule. La création d'entreprise en auto-entrepreneur, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Ça reste de l'administration française. Hein. Ça peut être périlleux parfois. Parce que je vous dis ça, mon mec a créé aussi sa structure il y a 1 an et il a eu tellement de problèmes avec l'URSSAF qu'il y a eu des bugs. Enfin bref, normalement c'est plutôt simple. Maintenant, je suis passée en société. J'ai une SARL et comme je suis toute seule, je suis seule associée dans ma société qui s'appelle EasyBlush. Ça s'appelle une EURL. Ce qui fait, en fait, la différence avec une micro-entreprise, bon, il y a plein d'autres différences, mais en termes de revenus par exemple et en termes d'obligations. En termes de revenus, tout ce que je gagne en tant qu'auto-entreprise, c'est pour moi, c'est pour Héloïse Monchablon. Tout ce que je dépense, c'est de ma poche aussi. Ma caméra, mon abonnement chez Epidemic Sound, mon abonnement Canva, tout ça, c'est Héloïse Monchablon qui paye les frais. En termes d'administratif, c'est quand même la structure la plus simple parce qu'il suffit tous les mois ou tous les trimestres, selon ce que vous choisissez, de déclarer vos revenus à l'URSSAF. Et donc, en fonction de vos revenus, l'URSSAF va vous dire, bah, vous payez tant de pourcents de charges. Il y a généralement à peu près 24 ou 25 sur ce que vous gagnez. J'étais en micro-entreprise pendant très longtemps et ça m'allait très bien. Petite astuce, et c'est d'ailleurs je crois que c'est obligatoire, il faut avoir un compte bien précis pour tout ce que vous recevez, tout l'argent que vous recevez avec votre micro-entreprise. Et le fait d'avoir un compte bien précis va vraiment vous permettre finalement de vous verser ce que vous voulez sur votre compte perso, mais de garder les 25% de charges que vous devrez à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Maintenant, je suis en EURL. Quand on est en micro, on n'a pas d'obligation d'avoir un expert comptable, un comptable, on peut tout faire tout seul, c'est tout l'avantage. Moi, je suis passée en société pour plusieurs raisons. Pour être très honnête, je préférais 1000 fois ma situation quand j'étais en micro-entreprise. Parce qu'en fait maintenant, j'ai une société en fait et c'est une sacrée structure à mettre en place. Donc déjà, il y a une obligation d'avoir un comptable ou un expert comptable, je sais pas. Enfin, je passe par un bureau d'expert comptable avec une comptable qui me suit. Il a fallu écrire des statuts. C'est pas moi qui m'en occupe évidemment d'écrire des statuts. Ça, c'est tout ce bureau d'expert comptable qui s'en occupait. Ça coûte de l'argent. Ensuite,
Il y a beaucoup de frais. Je vous dis peut-être une bêtise en fait. Je pense que le suivi comptable est obligatoire, mais pas le fait d'avoir un comptable. Sauf que selon votre activité, je vous conseille quand même d'avoir un spécialiste qui suit tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de frais, des obligations. En termes de charges, c'est énorme. Alors moi, je me suis pas mise en salariée. Je me suis mise en dirigeante non salariée. Je suis dirigeante de ma société non salariée, c'est-à-dire que je n'ai pas autant de charges que si j'étais déclarée en société. Pour vous donner un exemple, prenons des chiffres ronds pour que ce soit plus simple. Si je gagne 1000 € avec un partenariat, quand j'étais en micro-entreprise, c'était 1000 € pour Héloïse mon chablon. J'utilisais comme je voulais, sachant que j'avais quand même 25% à un moment qu'il faudrait que je donne pour les charges d'URSSAF. Là, maintenant, si je gagne 1000 €, c'est pas pour Héloïse mon chablon, c'est pour EasyBlush, c'est pour ma société. Je n'ai pas le droit de l'utiliser moi en perso, c'est la société. Si je veux me le verser et l'utiliser moi en perso, la société va devoir payer 45% de charge. Et 45% de charge, c'est le moins, c'est parce que je ne suis pas salariée. Si j'étais salariée, ça pourrait aller jusqu'à 80% de charge. C'est ce que payent les sociétés quand vous êtes salarié, il y a beaucoup de charges. Et donc, si je voulais me verser les 1000 €, eh ben, il faut que la société, elle ait 1450 € pour pouvoir me payer ça. Et c'est ce que ça coûte à la société. Sachant que donc, ça va coûter cher à ma société, moi je prends 1000 € sur mon compte, les 1000 €, je suis taxée dessus ensuite, à la fin de l'année, comme tout le monde, par les impôts. Donc en fait, sur 1000 € que je reçois, je vais payer 45% de charge et en plus de ça, je paierai mes impôts. Je préférais 1000 fois la micro-entreprise, c'était beaucoup plus intéressant. L'avantage en fait de la société, c'est que je peux déduire des frais. Tout ce que j'achète, tout ce qui est dans le cadre de mon activité, tout ce qui est dans le cadre de mon métier, de mes métiers, je peux le passer en frais. L'avantage de passer en frais, c'est que c'est ma société qui va payer, ce n'est pas moi. Pour vous donner un exemple, l'abonnement Canva, l'abonnement Epidemic Sound, c'est directement depuis le compte de la société, donc il n'y a pas de charge en plus. Quand je paie 100 €, je sais plus combien c'est, peut-être 150 € par an pour Epidemic Sound, c'est ma société. Donc si j'ai reçu 1000 €, les 150 € vont être prélevés dans les 1000 €. C'est pas comme si je vais verser 1000 € qui vont coûter 1450 à la boîte. Moi, les 1000 € je serai taxée dessus et en plus je devrais payer 150 € de ma poche pour Epidemic Sound, vous voyez, ou pour Canva, je sais plus ce que je vous ai dit. Donc en fait, l'avantage c'est de pouvoir passer des frais. Parce que oui aussi, dernière petite chose, la société, tout ce qu'elle a fait en bénéfice, si par exemple vous n'êtes pas beaucoup versé d'argent à vous parce que vous préférez que ce soit la boîte qui garde, vous payez des impôts sur les bénéfices. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Comme je vous le disais, je travaille toute seule maintenant. J'ai travaillé pendant une petite année, je crois, avec Constance qui m'a épaulée sur plein de tâches. Elle n'était pas salariée chez moi, elle me facturait, donc tous les mois ma boîte payait sa prestation. Et en fait, Constance, elle m'a assistée sur plein de choses. Et pourquoi on ne travaille plus ensemble, c'est parce qu'en fait Constance, comme moi, elle a une âme de créatrice en fait. Et en fait ma boîte, ou en tout cas les tâches dont j'avais besoin, c'était pas d'une deuxième créatrice, c'était quelqu'un qui soit plus dans l'exécutif et qui fasse des trucs que moi j'ai pas envie de faire. Et je pense qu'au bout d'un moment, Constance, elle s'est retrouvée un petit peu limitée dans les tâches, ou en tout cas emprisonnée dans des tâches qui étaient pas marrantes, qui étaient pas épanouissantes pour elle. Et donc on a décidé d'arrêter de bosser ensemble. Et je lui ai dit, mais Constance, toi t'es faite pour créer ton propre truc, lance-toi dans ta création de choses. Et moi je me rendais compte que j'arrivais pas à déléguer cette partie-là parce que c'est mon côté amusant en fait pour moi, la création. Donc si je la délègue à quelqu'un, moi je me retrouve à faire des trucs qui sont pas du tout marrants dans mon métier. Donc on a décidé d'arrêter de bosser ensemble. Et alors c'est très récent. Et je sais pas ce qu'il en sera parce qu'on commence depuis quelques jours. Je vais bosser là avec Lisa. Donc Lisa, si tu passes par là, on ne sait jamais. Qui est agent en fait. Et jusqu'à maintenant, moi j'ai toujours négocié toute seule. C'est moi qui répondais à mes mails professionnels. Ensuite je négociais. C'est moi qui étais en contact avec la marque pour tout ce qui était création de la vidéo, quand j'expliquais le brief, quand j'expliquais ce que je voyais, pour renvoyer ensuite les statistiques, etc. Il faut savoir que c'est le truc que je déteste le plus faire dans mon métier. Je déteste gérer les mails, je déteste négocier, je suis pas du tout commerciale, et en plus négocier pour soi, c'est très compliqué. Et donc en fait Lisa, c'est drôle parce que moi j'ai toujours refusé d'ailleurs de travailler avec une agent ou un agent parce que j'avais peur que en fait les agents ils sont rémunérés sur les contrats qu'ils nous apportent. Ils n'ont pas des salaires, c'est pas moi qui la paye tous les mois. Et donc je m'étais toujours dit, mais en fait, un agent va essayer de me fourguer plein de partenariats, en fait, forcément, puisqu'il va être rémunéré là-dessus. Heureusement que ce n'est pas le cas, heureusement qu'il y a aussi des agents qui font ça un peu avec éthique, et de toute façon, elle n'est pas agent qu'avec moi, elle a d'autres talents. J'adore ce terme, j'adore être considérée comme un talent. Elle s'occupe d'autres talents, donc toute sa rémunération n'est pas que sur moi. Et justement, le but, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est justement qu'on arrive à trouver un juste milieu et qu'en fait, elle s'occupe de tout ce qui est répondre, négociation et stratégie avec les marques, et que moi, en fait, je m'occupe que de la partie création et artistique. Et moi, c'est tout ce que j'aime parce que répondre aux mails, négocier, parfois batailler et parfois éduquer les marques, ça me prenait un temps et une énergie qui était dingue, à tel point qu'en fait, j'avais plus du tout envie de créer quoi que ce soit après. Ça m'épuise trop de faire ça. Donc à voir, affaire à suivre. Alors une autre question maintenant, est-ce que j'ai un agenda précis? Non. J'ai pas par exemple une journée où je dois faire ça, de telle heure à telle heure je fais ça et c'est tous les jours
Enfin, toute la semaine, pareil, absolument pas. Là, depuis que je suis revenue de mon congé maternité, je me suis décidée quand même à refaire une vidéo par semaine. Une vidéo tous les dimanches sur YouTube. Ce qui fait que j'ai quand même à peu près le même style de semaine. Généralement le lundi ou le mercredi, parce que le mardi j'ai ma fille et je travaille pas le mardi. Enfin, je travaille pas. Je suis pas au bureau en tout cas. Si je travaille, c'est que pendant sa sieste. Le lundi ou le mercredi, je vais tourner la vidéo. Donc ça veut dire préparer la vidéo, tourner la vidéo et j'essaie de la monter dans la fin de journée qui me reste. Et donc j'ai soit jeudi, vendredi, samedi en montage, édition, etc. C'est mieux si j'arrive à tout faire lundi, ça me laisse plus de temps. Là, il faut savoir que je vous donne mon organisation actuelle qui n'est pas du tout optimale. Mais vraiment pas. Je suis pas en train de vous dire ce qu'il faudrait faire, je suis en train de vous dire ce que je fais. Et je sais à quel point une organisation m'aiderait sur beaucoup d'aspects et me délesterait d'une charge mentale et d'un trop-plein. Mais voilà, je reviens d'un an de quasi-pause. Je vais reprendre mes marques au fur et à mesure pour être mieux organisée. L'organisation, c'est pas forcément pour s'embêter, c'est pas pour se mettre des barrières, au contraire, c'est pour que je puisse avoir un maximum de temps libre qui me permettra ensuite de créer. Donc mon organisation tourne quand même beaucoup autour de la vidéo du dimanche et parfois des partenariats. Si par exemple j'ai une story à faire ou un post à préparer, effectivement les jours d'avant je vais prendre les photos, je vais les préparer, je vais les programmer. J'ai pas du tout de semaine type en fait, ça dépend énormément de mes projets, mais généralement je dépose ma fille à la crèche à 9h30, à 9h45 je suis au bureau, je me prépare une boisson chaude, un café, un thé matcha, un thé tout court, je me pose un petit peu sur mon canapé histoire de relâcher parce que quand j'emmène ma fille à la crèche, il y a eu tout l'avant, il y a eu toute la préparation de ma fille, le chemin, le fait de me préparer moi aussi, et donc au moment où j'arrive au bureau, j'ai besoin de souffler 5-10 minutes et ensuite je me mets au travail. À 17h30 je suis à la crèche pour la récupérer jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Généralement vers 19h15 elle dort, elle est assez fatiguée avec la crèche. Et après si je suis en retard, je peux bosser après 19h30, mais j'essaie généralement de souffler un peu et de profiter de la soirée avec mon amoureux. On m'a aussi demandé combien de temps je travaillais en fait finalement par semaine. Et en fait c'est impossible à dire parce que quel est mon travail en fait? Est-ce qu'on me parle d'heures de tournage, de montage, de réponse aux mails, de tout ça, c'est-à-dire devant l'ordinateur? Parce que c'est pas que ça mon travail. Mon travail ça va être aussi de lire, d'aller me promener dans Paris pour filmer des jolies images, pour faire des photos, pour peut-être essayer un nouveau restaurant, tout ça c'est mon travail. Ça c'est impossible pour moi à quantifier. Par contre, si vous voulez un ordre d'idée de ce que je fais en exécutif devant l'ordinateur, attendez j'ai noté. Faire une vidéo en général, ça me prend 1h30. La vidéo que je fais, ça fait plus de... Il est quelle heure? Il est 13h au moment où je vous dis ça. J'ai commencé à m'y mettre à 10h30. J'ai beaucoup parlé, je me suis arrêtée de temps en temps pour faire des pauses, j'ai rechargé la batterie, j'ai changé la carte mémoire, j'ai refait une petite pause, etc. Donc là, ça me prend beaucoup plus qu'1h30. Un vlog, ça peut prendre beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de rush, beaucoup d'images. Le montage, en général, 4-5 heures. C'est une moyenne parce que les vlogs me demandent beaucoup plus de montage. Les tutos make-up un peu moins par exemple. Pour éditer le titre, faire la barre d'infos, la vignette, à peu près 1h30. La réponse aux mails, à peu près 2 heures par semaine parce qu'en plus maintenant j'ai décidé de plus le faire tous les jours. Ensuite il y a tout ce qui est écrire et imaginer, prévoir les posts pour le compte Instagram de ma marque. Ça c'est à peu près 1 heure par semaine. La compta, j'essaie de la faire toutes les semaines, maintenant à peu près 30 minutes. Et le reste, réponse aux commentaires aussi, je dirais à peu près 2 heures dans la semaine, entre les commentaires YouTube, les commentaires Instagram. Et le reste, j'essaye de le laisser pour l'inspiration. On m'a aussi posé la question des défis que je rencontre avec ma marque. Et ça, je vous en ai un petit peu parlé, c'est de continuer à donner envie d'utiliser les produits sans créer de nouveautés. Ça, c'est un sacré défi. Et l'autre défi, c'est de la faire connaître à des nouvelles personnes. Il y a énormément de concurrence, surtout sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux. Et l'autre défi, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, la marque, elle repose sur moi, sur ma quantité de travail, sur la quantité de temps où je m'expose finalement. Et elle repose aussi sur le bouche à oreille. Donc il faudrait trouver une certaine stratégie ou une certaine façon pour que ce soit plus durable et que ça repose quand même moins sur moi. Tout ce qui est partenariat, alors évidemment ça on va en parler. Partenariat, comment j'accepte, pourquoi je choisis telle marque pour un partenariat. Pour moi les partenariats c'est un plus. C'est pas ma principale source de revenus, il y a ma marque, il y a mes formations, il y a beaucoup l'affiliation. L'affiliation c'est le fait de toucher des commissions sur ce que vous achetez quand ça vient de ma part. Exemple. Je fais un tuto make-up, je mets en barre d'infos toutes les références des produits que j'ai utilisés. À côté, souvent vous avez un lien où trouver ce produit-là. Ça, c'est pas des partenariats parce que parfois les marques ne sont même pas au courant. Parfois, c'est des produits que j'ai achetés moi, parfois c'est le bureau de presse qui m'a envoyé le produit, donc la marque est même pas forcément au courant que moi je l'ai. En fait, maintenant il y a des plateformes d'affiliation, ce qui fait que c'est un lien traqué. Au moment de la vente, on saura que ça vient de ma part et donc je toucherai une commission là-dessus. C'est une façon avec laquelle j'adore travailler parce que ça me permet d'être complètement libre, on ne me demande rien. Si ça vous plaît, bah tant mieux, vous passez par ce lien et moi je touche une commission. C'est comme si j'étais apporteur d'affaires entre guillemets. Tout l'enjeu, bien évidemment, quand je fais de l'affiliation, c'est de ne pas parler d'un produit avec affiliation que parce que je touche de l'affiliation.
évidemment. Alors maintenant, sincèrement, toutes les marques, tous les produits sont ouverts à l'affiliation. Rendez-vous bien compte que je ne vous parle pas d'un mascara juste parce que j'ai de l'affiliation dessus, puisque toutes les marques de mascara, je pourrais avoir un lien traqué pour avoir de l'affiliation dessus. Donc les partenariats, pour moi c'est un plus. C'est un bon plus parce que c'est ce qui paye le plus en one shot. C'est ce que je facture le plus cher. L'affiliation finalement ça va être sur le volume. L'affiliation ça me permet de gagner de l'argent parce que ça fait 10 ans que je fais des contenus sur internet et donc finalement mes tutos il y a 7 ans, le lien il est encore traqué et je peux encore toucher de l'argent sur quelqu'un qui cliquera sur mon lien d'il y a 7 ans. Alors qu'un partenariat, ça va être plus d'argent d'un coup. Quand on est payé pour un partenariat, on est payé pour le travail qu'on fournit, mais surtout aussi pour l'audience finalement que l'on a. Si j'ai 5000 personnes qui me suivent sur Instagram, je fais le même travail que si moi là j'en ai 50 000, que si j'en ai 100 000, si j'en ai 1 million. Le travail est le même. La photo sera la même, l'écriture me prendra autant de temps que si j'avais 1 million de personnes. Par contre, le prix auquel je vais facturer va être différent parce que l'audience n'est pas la même. Donc forcément que si j'ai 1 million de personnes, je facture beaucoup plus cher que si j'en ai 5000. Et pour les partenariats, de mon côté, alors moi, il faut que ça vise juste en termes d'éthique, en termes de valeur. Donc moi, c'est l'éthique, c'est tout ce qui est plutôt naturel, plutôt écologique, qui a du sens dans la consommation raisonnée. Jamais... alors que je peux en consommer moi-même. Ça m'arrive de temps en temps encore d'aller chez H&M pour acheter un truc ou d'aller chez Zara. C'est vraiment pas idéal, j'essaie de prendre un maximum en seconde main. Jamais pour autant j'accepterais de faire un partenariat avec cette marque-là. C'est un peu une dissonance. C'est pas parce que je le consomme moi que je souhaite participer à la communication et à la visibilité de ces marques-là. Donc en fait, moi, quand j'accepte un partenariat, j'accepte de prêter mon image, déjà. J'accepte de donner finalement la confiance que vous me portez à une marque, donc j'ai tout intérêt à ce que ça soit des bons produits. Là où c'est important aussi pour moi, c'est qu'il faut que ça s'intègre dans mon quotidien. C'est-à-dire, un exemple tout bête, si par exemple une marque qui fait des, je sais pas, des super compléments alimentaires ou des tisanes pour le sommeil, etc., qui me demande un partenariat pour promouvoir une tisane qui ferait mieux dormir, si moi je n'ai pas de problème de sommeil, je vais avoir du mal à en parler. Ça c'est une vraie question que je me pose d'ailleurs actuellement, parce que moi j'ai toujours eu tendance à vouloir faire des partenariats qui s'intègrent parfaitement à ma vie, à mes goûts, à ce que je fais, à ce que je suis. Mais je suis quand même en train de me poser la question de me dire mais attends, c'est pas parce que toi t'aimes pas ça que ça ne peut pas intéresser les personnes qui te suivent. Et c'est pas parce que moi j'ai pas de problème de sommeil que vous n'en avez pas et que vous n'avez pas envie de connaître cette possibilité ou cette marque qui proposerait une solution, vous voyez. Donc j'essaie un petit peu de lâcher un peu du lest là-dessus et me dire mais attends, c'est pas parce que toi t'aimes pas ça. Exemple tout bête, ça s'est passé hier. On m'a proposé de recevoir une palette de make-up. Alors il n'y a pas de budget, etc. C'est que de recevoir la palette. C'est une palette avec des fards très colorés. Moi je ne mets pas de couleur sur les yeux, c'est pas mon style, moi je suis plutôt neutre en termes de make-up des yeux. Mais je me suis dit, attends, c'est une marque qui rentre dans mon éthique, c'est du made in France, c'est du naturel, qui propose un produit qui sort un petit peu du lot. Est-ce que je vais le refuser juste parce que moi, je n'aime pas mettre du jaune? Alors que finalement, peut-être il y a quelqu'un qui aime mettre du jaune et qui serait très heureuse de savoir que cette palette existe. Donc j'essaie un petit peu de lâcher du lest là-dessus, mais pour être très honnête, c'est pas facile, c'est vraiment c'est des sacrés discours internes qui se passent quand on propose une marque en me disant bon, attends, est-ce que ça s'intègre à moi? Mais est-ce que peut-être ça pourrait plaire? Sacré questionnement interne. En tout cas, il faut absolument que ça réponde à mes valeurs, à mon éthique, et que ce soit une marque qui soit intègre, qui fait ça pour des bonnes raisons. Aussi, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à accepter des partenariats et à en parler en insérant le moment dans une vidéo thématique. Donc par exemple, on va reprendre Anatae parce que je vous en ai parlé en début de vidéo. Anatae, j'aurais pu dire, alors c'est un partenariat avec Anatae, je suis payée pour ça, donc je vais intégrer le moment où je prépare un thé matcha dans ma vidéo pour en parler à ce moment-là, etc. Je pourrais. Sauf que là, c'est après en avoir parlé avec Marie Sweet and Sour, vous savez, dans mon dernier vlog, on faisait des cookies et on en parlait un peu, elle me disait qu'elle essayait un nouveau format de partenariat, je trouvais ça pas mal. C'est la première fois que je fais ce que je vous ai fait en début de vidéo, où je fais un insert en début de vidéo en disant voilà, merci à telle marque, c'est une marque qui fait ça, qui fait les choses joliment, qui fait des super produits que j'aime, etc., etc. Refermez la parenthèse, maintenant on déroule la suite de la vidéo qui n'a rien à voir avec ça. Et alors peut-être que ça fait un peu plus pub, entre guillemets, j'en ai conscience, mais en même temps, je trouve pas ça plus éthique de créer pour de faux, pour un partenariat, un moment qui mettrait en avant le produit, vous voyez. Et ce type de mise en avant, c'est très utilisé par les gros influenceurs et souvent les influenceurs mecs. Je pense par exemple à Cyrus North, là tout de suite que j'ai en tête, qui commence souvent sa vidéo en disant voilà, merci à telle marque de sponsoriser cette vidéo et ça. Et ensuite basta, on déroule la vidéo, ça met en lumière la marque, ça prouve quand même que ça correspond à ses valeurs, c'est quelque chose qu'il a essayé, etc. Mais il va pas faire semblant en créant tout un truc autour de la marque juste pour vous en parler. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous a choqué ou pas, ou si au contraire, tant que vous savez que ça correspond à l'éthique de la personne qui vous en parle, finalement c'est pas plus mal que ça soit hop une parenthèse, ensuite qu'on passe au reste de la vidéo. Et aussi dernier point, qu'on se dise clairement les choses,
Si une marque vient me voir avec une volonté d'insertion YouTube, de post ou je sais pas quoi, mais qu'il n'y a pas de budget derrière, je n'accepte pas. Ça ne veut pas dire que je ne parlerai pas de la marque, mais je n'accepte pas en fait, et ça c'est une question de... C'est à force d'avoir beaucoup travaillé seule, de négocier, etc. Et j'ai eu l'habitude avant dans mon métier de maquilleuse. Et à un moment il faut s'imposer et je ne vais pas accepter de prêter mon image, de donner mon temps, mon énergie à une marque qui va gagner de l'argent, qui va utiliser mon image, qui utilise tout mon travail pour Walou. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, que je ne parle pas de trucs gratuitement. Parfois j'achète des choses et je vous en parle. On ne vient pas m'imposer des choses s'il n'y a pas de rémunération derrière. Et ça c'est très très important à comprendre, c'est de comprendre votre juste valeur et de comprendre votre valeur et la valeur de votre temps, de votre énergie, de votre travail. Je parle principalement aux femmes qui m'écoutent. Je sais qu'on a beaucoup de mal avec ça. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même mon discours parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On m'a aussi demandé de parler de tout ce qui est la gestion des downs, des moments qui sont plus difficiles et sincèrement, bah ouais, c'est super dur en fait. Mais en fait, dans n'importe quel métier, c'est dur quand ça va pas très bien dans sa vie, quand on n'a pas le moral, quand on est fatigué, quand on a une charge mentale qui est là, c'est très dur de travailler. Ça l'est peut-être d'autant plus quand c'est un métier d'image, qu'on se montre et qu'en plus, c'est un métier d'image où on est censé apporter, parce que moi c'est ce que je veux, je suis pas là pour me montrer moi, je suis pas en mode télé-réalité, je suis là pour vous apporter un moment qui est divertissant, qui est cosy et qui en même temps vous apporte de l'information et des réflexions. Moi, même si ça va pas, je suis pas censée le montrer. Pas du tout un manque d'authenticité, en fait c'est un besoin de professionnalisme et c'est comme dans tous les métiers en fait. Je suis à mon compte, je travaille seule, j'ai en plus une famille maintenant. Donc même si ça va pas, j'ai pas le choix, je fais. Vous savez, c'est très bien de s'écouter et il faut s'écouter, mais parfois trop s'écouter, c'est se tirer vers le bas aussi. Donc il faut s'écouter, mais pas trop quand même. Et alors après je vous dis ça, si vraiment à un moment je suis vraiment pas bien, évidemment que je m'arrête. Moi mon métier c'est de faire des vidéos sur internet. Si je loupe un dimanche, c'est pas la fin du monde, heureusement. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine discipline à mettre en place et c'est la seule façon d'y arriver en fait quand on est freelance, quand on est entrepreneur, qu'importe le secteur, hein, ce que je vous parle ne concerne pas du tout que la création de contenu. Dans n'importe quel secteur, quand on est freelance, ben, il y a un moment il faut mettre en place une certaine discipline, une certaine organisation, ça faudrait que je le fasse plus, mais discipline dans le sens de tous les dimanches, c'est comme ça, il y a une vidéo qui sort. Et donc je vais tout faire pour m'organiser en fonction. Et je pense que c'est grâce à cette discipline que je fais ce métier depuis 10 ans et que j'en vis. Il y a aussi un aspect de solitude, c'est vrai que de bosser seule. Alors moi j'ai quand même, non je vous dis ça quand j'étais maquilleuse, au contraire c'est en équipe, mais comme j'étais pas en CDI, moi je sais pas vraiment ce que c'est de travailler dans un bureau avec des collègues, je connais pas trop ça. Donc oui il y a la solitude et en même temps comme on travaille sur les réseaux sociaux et en interaction avec les personnes qui nous suivent, on ressent pas cette solitude. Après, j'adorerais par exemple travailler plus souvent en coworking, échanger avec plus de personnes, ça aiderait dans les réflexions, dans les idées et tout, mais la solitude elle permet aussi beaucoup de flexibilité et de liberté. Et ça c'est un peu mes valeurs principales. Et donc je suis pas prête à perdre ça pour avoir un peu moins de solitude. Pour tout ce qui est des mauvais côtés de mon métier, il y en a évidemment, alors après ils sont moindres. Il y a le côté réseaux sociaux, le fait de travailler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est pas très bon pour la santé mentale. Le fait de se montrer aussi, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours envie de... J'ai pas toujours envie de me montrer, de monter des vidéos de moi, de me voir sur un écran, parfois je me trouve horrible. Et d'ailleurs c'est bien que je vous fasse cette vidéo pendant cette période-là parce que ça fait 2-3 semaines que c'est très dur pour moi de travailler et de monter mes vidéos parce qu'en fait, je me trouve nulle, clairement. Alors c'est pas grave, hein, je demande pas qu'on vienne me réconforter en commentaire, pas du tout. J'ai l'habitude de ça, j'ai l'habitude des périodes où je vais me dire mais tout ce que je fais c'est nul en fait. Je parle pas bien, là je présente pas bien, les cheveux ça allait pas, le make-up ça allait pas du tout, la lumière c'est catastrophique. Et en fait ce que je raconte c'est trop long, c'est pas intéressant. Et c'est un peu le problème aussi de se comparer et d'être beaucoup sur les réseaux sociaux, donc de voir beaucoup d'autres créateurs de contenu. Il y a une comparaison qui est terrible et là je suis en ce moment dans une période qui est difficile pour moi, où je me trouve nulle, clairement. Est-ce que je vais m'arrêter de travailler? Est-ce que je me crois pour autant? Non. Je m'entends, je sais, c'est pas grave, j'avance quand même, je fais. Parce que j'ai un peu cette chance, c'est de pas être trop perfectionniste. Et donc il vaut mieux que ce soit fait plutôt que pas fait. Et même si je suis pas tout le temps ravie de tous les contenus que je peux créer, ben c'est pas grave. Je me rappelle quand même que je suis pas mannequin, je suis pas là pour être belle, je suis pas là pour être parfaite non plus, je suis pas une experte, je suis pas politique. Tout ne se joue pas sur moi, si je peux juste servir à passer un bon moment, finalement voilà, c'était le principal. Et il peut aussi y avoir la pression des statistiques. Alors, quand il s'agit de mes propres vidéos à moi seule, c'est pas très grave. C'est dommage, c'est un peu frustrant de travailler pour rien, mais là où il y a une certaine pression, c'est qu'en fait, quand une marque nous a fait confiance, a décidé qu'on allait être un des vecteurs
de leur communication qui nous payent et que ce jour-là, quand on en parle en story ou qu'on fait un post, il y a genre 300 personnes qui le voient et c'est tout. Et ça c'est très délicat à expliquer aux marques, c'est très délicat parce qu'on se sent encore plus nul. Mais tout ne repose pas que sur nous et si à un moment, bah voilà, ce jour-là ça n'a pas marché sur Instagram parce qu'il n'y a pas eu assez de visibilité, parce que les gens n'étaient pas là parce qu'il faisait beau ce soir-là ou que voilà, juste ça n'a pas plu, et ben va expliquer ça à une marque qui a mis de l'argent sur toi. Ça c'est un petit peu, ça peut être un petit peu touchy. Il y a aussi les mauvais payeurs parce qu'on travaille seul, en égo et on n'est pas toujours protégé. C'est rare de faire signer un contrat avant. Je crois que ça fait partie des nouveautés de la loi influence. Je crois qu'il va falloir faire des contrats maintenant avant. Et tant mieux parce que ça va protéger les deux parties. Mais moi je me suis battue parfois pendant des mois, des années pour me faire payer un truc que j'avais accepté de faire. Et ça c'est pas normal. Ou ce truc qui est de relancer, de négocier, de gérer les paiements, tout ça c'est vraiment pas ce que j'aime. Bon, après il y a la méchanceté des réseaux sociaux, mais ça j'ai envie de vous dire que je suis quand même assez chanceuse à ce niveau-là, j'en ai très peu. Je suis pas vraiment confrontée à ça, parce que je pense que je fais du contenu qui est pas polémique non plus, et mes prises de position sont pas polémiques non plus. Et finalement, en fait, ouais, les sujets que j'aborde sont pas très politiques. Donc ça apporte pas énormément non plus de contradictions, de méchanceté. Il y en a de temps en temps. Et même sans méchanceté, parfois il y a des commentaires que je peux trouver agressifs, qui le sont pas du tout, mais même dans la formulation. Parfois je me prends ça de plein fouet, parfois il n'y a pas un bonjour, pas un merci, il y a juste c'est quoi ce que tu as utilisé là. La personne elle s'en est pas rendue compte, elle regardait sa vidéo, hop, elle a juste posé la question, sauf que moi je suis peut-être à ce moment-là dans mon lit, je suis en train de me coucher après une journée qui a été intense. Je vois ce commentaire, moi à ce moment-là je le prends en négatif, en agressif. Ça c'est aussi à moi de gérer ça. À quel moment j'ouvre mes réseaux sociaux et à quel moment je suis prête à me confronter à ça. On m'a aussi beaucoup posé la question de la journée type et sincèrement en fait cette vidéo va déjà être tellement trop longue que vous me direz en commentaire, mais peut-être que je pourrais vous faire un vlog. Alors déjà il n'y a pas de journée type, hein, je préfère vous le dire tout de suite, mais je pourrais vous faire un vlog d'une semaine par exemple dans ma vie de créatrice de contenu, infopreneur, tout ça, pour que je vous montre un peu concrètement ce qui se passe, ce que je fais. Si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Mais je vais pas développer là à l'oral parce qu'en plus, comme je vous le dis, il y a aucune semaine qui se ressemble. Ah oui, il y avait aussi toute la question de la maternité. Est-ce que j'ai senti une différence dans mes revenus? Évidemment. Alors c'est pas parce que je suis devenue maman, c'est parce que je suis devenue maman et que j'ai pris beaucoup de temps pour ma famille. Et ma fille n'a pas été gardée sa première année. Si ma fille avait été gardée dès ses 3 mois, je suis pas sûre que mon métier aurait été autant impacté. Là, je me suis un peu mis en pause, je travaillais comme je pouvais. Mais évidemment que tout s'est un peu cassé la gueule. Mes revenus se sont cassés la gueule, mes statistiques se sont cassées la gueule. Et donc là, voilà, je suis en train de reprendre et on va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est aussi avec mes nouvelles envies et avec un quotidien de maman. Je ne peux plus travailler autant avant. Ça m'arrivait d'être complètement décalée. Je pouvais sortir dîner par exemple et rentrer à 23 h et me mettre à faire du montage jusqu'à 3 h du matin. Ça m'arrivait, j'adorais ça, travailler la nuit. Mais le lendemain, finalement, si je me levais à 10 h, je vivais seule. Aucun problème, je recommençais ma journée de taf comme je voulais, je m'organisais comme je voulais. Là maintenant, il y a un quotidien qui est vraiment différent. Je me lève à 7 h à peu près, à 7 h 30, en même temps que ma fille, je dois la préparer, je me prépare, je l'emmène à la crèche. Et en fait, mon temps de travail est réduit et mon organisation est moins flexible qu'avant. Mon organisation dépend aussi beaucoup de mon mec, parce que Dieu merci, je n'élève pas ma fille seule. Et mon mec est en indépendant aussi et en intérim, c'est-à-dire qu'il a vraiment il a des périodes où il bosse beaucoup. Et quand il bosse beaucoup, alors là j'ai vraiment pas de flexibilité sur mon organisation, c'est forcément de 10 h à 17 h et pas le mardi. Quand il est là, c'est complètement différent et je peux me permettre de d'étaler un peu plus mon travail. Pour terminer, on me posait aussi pas mal de questions sur la précarité que je peux ressentir, sur le fait que ça soit durable ou pas justement. Je me considère pas du tout comme étant une travailleuse précaire, pas du tout. Mais en fait, ça l'est un peu. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot précaire. En termes d'argent, non, je gagne bien ma vie. Parfois, on se rend pas compte et tant mieux. Peut-être que vous vous rendez pas compte que ce que je fais est un métier. Et génial, ça veut dire que je fais bien mon métier. Parce que mon métier, c'est vous faire passer un bon moment. Et c'est que vous ne vous rendiez pas compte de comment je gagne ma vie avec ça. Bon, je vous dis ça, c'est sans pour autant vous avoir hein, et vous vendre entre guillemets, pas du tout. Et génial si j'arrive à faire passer cette impression que ce que je fais c'est du kiff et c'est naturel et c'est pas vraiment un métier, alors qu'en fait je gagne ma vie avec ça. Il y a beaucoup de travail derrière pour qu'on en arrive à ça. Et en fait la façon dont j'ai justement aménagé mes différentes casquettes, mes différents métiers, ça me permet justement de ne pas être précaire. Et je suis là depuis assez longtemps pour avoir mis un peu d'argent de côté, d'avoir pu acheter un appartement, etc., etc. Alors le truc c'est que chaque année est différente, que je vieillis aussi, que mes envies changent. J'ai moins bien gagné ma vie quand j'ai eu ma fille là pendant la première année de maternité qu'avant. Ça dépend de tellement de choses et il y a aussi ce côté durable. C'est vrai, mon métier n'est pas durable. Est-ce que je vais faire ça
jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que je vais faire ça même encore pendant 10 ans? Est-ce que je vais vraiment me mettre à la caméra et parler jusqu'à mes 45, 50, 55 ans? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant mieux si des femmes se mettent en avant et sont visibles, même en vieillissant, entre guillemets. Il est temps que d'autres physiques de femmes soient présents aussi dans les médias. Est-ce que j'en aurais l'envie? Ça, je sais pas. Après, vous savez, j'ai eu la chance de construire ce qui est le plus précieux, je pense, pour un business à suivre, en tout cas selon moi. C'est qu'en fait, j'ai réussi à construire une audience, une communauté et de la confiance. C'est-à-dire que même si je m'arrête d'être youtubeuse, si j'arrête de faire des vidéos sur internet, si j'arrête l'influence, si j'arrête même ma marque, si j'arrête mes formations en ligne, imaginons que demain je veuille tout quitter pour ouvrir un restaurant, et ben vous serez à peu près 100 000 à savoir que j'ouvre ce restaurant-là. Et ça, c'est quand même partir avec un immense avantage. Donc je n'ai aucune idée de la suite. Et je dis pas du tout que j'ai envie de m'arrêter. Pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais devenir? J'en sais rien. Déjà plusieurs métiers dans ma vie alors que j'ai que 32 ans. Ah, non, j'ai 33 d'ailleurs depuis novembre. J'ai d'abord fait de la pub, de la communication. Ensuite, ça me plaisait pas parce que justement, c'était pas éthique. C'était pas assez éthique à mes yeux. J'ai fait du maquillage. Ensuite, finalement, de fil en aiguille, je suis devenue créatrice de contenu. De fil en aiguille, j'ai créé ma marque. Qu'est-ce qu'il en sera de la suite? J'en sais rien. Mais vous savez, je pense pas que ça soit... c'est pas seulement dû à mon métier, en fait. C'est n'importe quelle personne. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on va devenir, de ce que l'entreprise dans laquelle on travaille va devenir. Finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu précaires dans nos situations? Et moi, j'adore être indépendante, d'être entrepreneur, J'aime la liberté que ça m'offre et j'aime ce côté que je trouve beaucoup plus motivant en tout cas, ce qui est que, ça peut être un petit peu un désavantage aussi, hein, mais ce que je gagne dépend de moi et du travail qui est fourni. Et ça, je trouve ça très motivant pour travailler beaucoup plus, par exemple, que si je travaillais pour une boîte, que je donnais toute mon énergie, tout mon temps pour booster cette boîte, que la boîte faisait, je sais pas, des milliards de chiffres d'affaires, mais que moi je garde mon salaire. Alors effectivement, il y a les primes, tout ça. Mais je trouve ça plus motivant, plus dur aussi, hein. C'est plus difficile pour la santé mentale, pour la charge mentale, pour la fatigue, pour l'énergie. Évidemment que c'est très dur d'être à son compte, mais moi je trouve ça plus motivant et pour être honnête, je n'ai connu que ça. J'étais intermittente du spectacle avant, donc j'étais indépendante. Je sais pas ce que c'est d'être salariée. Peut-être qu'un jour je le serai, on ne sait pas du tout de quoi la vie sera faite. Je suis curieuse de voir quels seront les nouveaux métiers, les nouvelles possibilités. Donc oui, un peu précaire dans l'instabilité et pour la précarité. Il y a quand même, oui, effectivement ce truc, mais c'est plutôt la précarité aux yeux des autres. Moi je remarque là, on cherche à déménager pour avoir un petit peu plus grand et je vois juste les réactions des agents immobiliers ou des propriétaires en fait quand on n'a pas un profil salarié, ça fait tout de suite très peur. Donc c'est toujours un peu ce truc de se débattre pour avoir l'air sérieux aux yeux des autres. Alors, quand on est dirigeant d'une boîte, il n'y a pas de souci pour emprunter ou pour louer un appartement, il faut juste que la boîte ait plus de 3 ans pour qu'elle puisse montrer un bilan, montrer qu'elle est bien, qu'elle ait de l'argent, qu'elle n'est pas en déficit, etc. Mais tout est plus compliqué. Et bon, comme mon mec est dans la même situation, n'est pas salarié, c'est d'autant plus compliqué. Donc précaire dans ce côté-là, oui, mais non, enfin quand je vois comme mon mec peut travailler en des missions d'intérim, je vois les horaires qu'il se fait, je vois le peu d'argent qu'il gagne, ça c'est un travail précaire. Moi, créatrice de contenu, c'est pas durable, c'est pas stable, c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup moins précaire que d'autres types de boulot. Faut pas l'oublier. Bon, je vais m'arrêter là. Il est 13h45. Non mais ça fait 3h45 que je tourne cette vidéo, vous vous rendez compte? J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je suis même pas sûre, vous me direz en commentaire. Mettez un petit like au moins pour montrer que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Mettez un smiley, n'importe lequel, en commentaire pour montrer que vous avez bien aimé. Vous n'êtes pas obligé de me faire une disserte ou tout un paragraphe. Je sais que ça demande du temps aussi, de l'énergie, qu'on n'a pas toujours envie de laisser des commentaires publics. Mais juste un smiley et ça montre que vous avez apprécié, que vous avez regardé cette vidéo. Un grand merci en tout cas. On se retrouve dimanche prochain sur YouTube pour une, j'espère, moins longue vidéo sur Instagram d'ici là. Et vous me direz si un vlog avec mon métier, avec genre une semaine type dans mon métier pourrait vous intéresser. Moi je suis rincée. Je vous dis à très vite. Bye bye.